Je vais vous parler de la grande distribution. La grande distribution, vous la connaissez, vous savez ce que c'est, les hypermarchés, les supermarchés. C'est donc pas tout à fait de la grande distribution dont je vais vous parler, mais plutôt de l'envers du décor, de ce que l'on trouve quand on soulève le rideau et qu'on va voir un petit peu dans l'arrière-boutique de ces hypermarchés, qu'est-ce qui se passe. C'est ce qu'on a appelé justement les coulisses de la grande distribution, vous allez voir pourquoi. Alors, cette grande distribution, vous savez sans doute qu'en France, on est les champions. Il n'y a pas un pays au monde qui a autant d'hypermarchés, de supermarchés. Il n'y en a pas un seul, même aux États-Unis. Et il faut essayer de comprendre comment cette grande distribution est née justement dans notre pays. Un pays d'abord qui était caractérisé par un commerce de proximité assez important. Et il faut se rappeler que cette grande distribution est donc née il y a une cinquantaine d'années, donc à une époque, donc au sortir de la dernière guerre, à une époque où le commerce était caractérisé par une flambée des prix, une inflation très forte, une pénurie des approvisionnements bien sûr, comme au sortir de chaque conflit, le marché noir, une image qui collait au commerce malgré tout, et qui a d'ailleurs une image qui a duré très longtemps pour les commerçants, 20 ans, 30 ans après. Pour bien des gens, le petit commerçant, c'est celui qui a profité sur le dos du consommateur. Et puis aussi des marges substantielles, c'est-à-dire un rapport de 1 à 4 entre le prix à la production et le prix dans le panier de la ménagère. Quand un consommateur achetait un kilo de pommes à 4 francs, il était payé 1 franc à l'époque au producteur, et il disait c'est beaucoup trop cher, il y a vraiment un écart beaucoup trop important. À cette époque aussi, on disait qu'il y avait beaucoup trop d'intermédiaires, puisqu'il y avait entre 10 à 12 intermédiaires entre le producteur et le consommateur. On disait que ces intermédiaires sont beaucoup trop nombreux, prennent de l'argent au passage bien sûr, et finalement c'est le consommateur qui se trouve pénalisé. Et c'est comme ça donc, dans ce contexte, qu'en 1949 est né le premier supermarché, pas tout à fait le premier supermarché d'ailleurs, le premier libre-service, le premier Leclerc. C'est pas un supermarché, c'est simplement un 50 mètres carrés, vous voyez que c'est tout petit, mais c'est la première fois que le consommateur pouvait se servir lui-même sur les rayons de son épicier. Leclerc a étonné à l'époque puisqu'il a réussi avec son tout petit 50 mètres carrés à casser les prix dans des proportions extraordinaires, puisqu'on trouvait des produits chez Leclerc moins chers de 20 à 70% par rapport à ses concurrents épiciers. On n'a pas compris pendant des années comment il pouvait faire avec un si petit magasin, et on est venu donc de très très loin pour acheter chez Leclerc. En même temps, le consommateur n'était pas très fier. Aujourd'hui, on est tous très fiers de se promener avec des petits sacs Carrefour, Casino, Leclerc ou Auchan, mais à l'époque, le consommateur se cachait pour acheter chez Leclerc, à tel point qu'il avait dû badigeonner les vitres de son magasin en blanc pour que de la rue, on ne voit pas ces consommateurs qui venaient acheter pauvre. On disait acheter pauvre à l'époque, donc acheter pauvre chez Leclerc. Pour autant, on est très loin chez lui. On faisait beaucoup de kilomètres, et à l'époque les gens se déplaçaient évidemment moins facilement qu'aujourd'hui, et on venait donc faire ces emplettes chez Leclerc qui vraiment bradaient les prix, et encore une fois personne ne comprenait comment ils pouvaient faire pour casser les prix de cette façon. On a compris, mais plusieurs années bien sûr plus tard. Alors ce type de commerce évidemment a fort bien marché, et un petit peu partout, donc aux 4 points cardinaux de la France, se sont installés comme ça des nouveaux épiciers. Donc par région, des familles d'épiciers ont commencé à créer des libres-services avec bien sûr des formats de plus en plus importants. Donc par région, vous avez à l'ouest Intermarché, Leclerc bien sûr, Système U, au nord Cora, à l'est Cora, au nord Auchan, etc. Et donc par région, on a commencé à mailler comme ça notre territoire de magasins en libre-service. Au bout d'une dizaine d'années, Leclerc a fait beaucoup de petits, puisqu'il y a déjà une cinquantaine de Leclerc un petit peu partout en France, surtout dans l'ouest bien sûr, en Bretagne là où il est né, mais également en région parisienne où il commence à s'implanter aux portes de Paris avec encore une fois des formats de plus en plus importants. Ça reste un libre-service, ça reste encore un supermarché, et puis en 1963 s'installe aux portes de Paris le premier hypermarché. Là, on change complètement de format, c'est un hypermarché, comme son nom l'indique, ce qui veut dire qu'on trouve de tout. On trouve aussi bien des produits alimentaires que des produits non alimentaires. Là, c'est vraiment une grande surface, le premier hypermarché, le premier Carrefour, c'est un 2500 mètres carrés. On voit que ça change complètement par rapport au petit 50 mètres carrés du premier Leclerc. On se dit que ça va tuer le petit commerce, on s'interroge beaucoup, et quand on réfléchit, c'est ridicule, ce 2500 mètres carrés par rapport aux 52 000 mètres carrés qui est aujourd'hui prévu aux portes de Paris à Aubervilliers, et par rapport surtout aux 115 000 mètres carrés que planifie Cora à la frontière belge, côté belge, mais donc à quelques kilomètres de la frontière française. Malgré tout, ce 2500 mètres carrés fait des ravages, le commerce commence à évidemment se sentir un petit peu menacé, et puis là encore, on vient très très loin pour acheter chez Carrefour, à tel point qu'on doit mettre au bout de 2 heures des vigiles à l'entrée pour empêcher les consommateurs de rentrer, et qu'au bout de 2 heures, là encore, les stations-service, les pompes sont vides, et que donc on doit fermer puisqu'il n'y a plus d'essence dans la station. Ce type de commerce marche très bien, il permet de baisser un petit peu les prix, et donc on commence à installer comme ça des hyper, des super partout, encore une fois, aux 4 points cardinaux du pays. Et tout le monde y voit beaucoup d'intérêt. Le consommateur trouve ça intéressant, puisque dans le fond, les prix sont moins chers pour lui, dans un premier temps, c'est vrai.
Et donc il y voit lui aussi un intérêt. Les paysans y voient eux aussi un intérêt. L'implantation de ce type de commerce, donc ce 2500 mètres carrés, ces hypermarchés, permet aux consommateurs de trouver des prix moins chers, dans un premier temps, ça c'est vrai, et puis permet aussi au monde agricole, d'un seul coup, d'avoir des débouchés importants. Au lieu de livrer à des petits commerçants 2 ou 3 cagettes de tomates, d'abricots ou autres, d'un seul coup, ces paysans se retrouvent avec en face d'eux des clients qui achètent des palettes entières, pour ne pas dire des camions entiers, et donc ils y voient un intérêt assez intéressant pour eux. Ensuite, côté industriel, là aussi, le monde de l'entreprise voit dans ces grandes surfaces un débouché important, puisqu'encore une fois, quand on vend des bouteilles de pastis à des petits commerçants, on en vend 5, on en vend 6, on en vend 12, et là, ce coup, là encore, il y a des clients qui achètent des palettes entières, des camions entiers, etc. Tout le monde est donc parfaitement content, du consommateur au producteur jusqu'à l'industriel, tout le monde trouve vraiment que ce type de commerce est tout à fait profitable pour chacun d'entre nous. Ces commerçants font des actes de commerce comme l'homme en fait depuis qu'il commerce, c'est-à-dire qu'ils achètent des produits, ils appliquent une marge et ils nous les revendent, et donc jusque-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça veut dire qu'ils jouent beaucoup, bien sûr, sur les quantités, ils essayent d'obtenir des rabais très importants auprès de leurs fournisseurs, ces rabais, ils nous les répercutent à nous, consommateurs, et donc sur la masse, sur le volume, ils se rattrapent en faisant bien sûr des bénéfices confortables par rapport au volume concerné. Ça veut dire en clair que quand vous, consommateur, vous achetez un produit 100, il a été acheté 90 au fournisseur, il y a donc une marge de 10, marge qui n'est pas très importante et qui permet aux grands distributeurs de dire, eh bien, on n'est pas cher, parce que vous voyez bien, sur un prix de 100, on ne prend que 10, c'est pas beaucoup, et donc ça nous permet, il faut bien aussi qu'on vive, qu'on puisse payer nos salariés, etc. Et jusque-là, je veux dire, c'est vrai que cette grande distribution, dans un premier temps, n'a pas été très chère. Et puis, donc chaque magasin, bien sûr, commande au même fournisseur. Le magasin Carrefour, qui est ici, commande comme un magasin de Lille, de Strasbourg ou de Nantes ou d'ailleurs. Et chacun essaye, par les volumes de commandes, d'obtenir des réductions importantes et donc essaye d'avoir des prix toujours plus bas. Et puis, à un moment donné, ils se disent, mais quand même, c'est un peu dommage. Nous sommes nombreux à exercer sous les mêmes enseignes, nous sommes nombreux Intermarché, nombreux Carrefour, nombreux Leclerc, et si on s'y prenait bien, on pourrait peut-être non pas passer chacun d'entre nous des commandes, mais regrouper nos commandes, et puis obtenir bien sûr des conditions encore plus avantageuses. Alors donc ces centrales d'achat existent, ça veut dire que les hypermarchés, supermarchés ne passent plus de commandes à leurs fournisseurs, passent par une centrale d'achat qui regroupe donc, comme leur nom l'indique, l'ensemble des commandes de l'ensemble des points de vente, et puis bien sûr qui exerce une pression encore plus importante sur les fournisseurs. Ça veut dire qu'ils obtiennent des rabais plus importants, ces rabais, ils nous les répercutent partiellement, et donc le consommateur est tout à fait content, s'en sort bien, voit les prix baisser, ça donc encore une fois c'est dans les années 65-70, se trouve tout à fait satisfait de ces hypermarchés, supermarchés qui sont bien sûr les meilleurs amis de la ménagère, de la veuve et de l'orphelin. Et puis, très vite, ces centrales d'achat se disent, mais dans le fond, on obtient des conditions intéressantes, on fait de très très jolis bénéfices, mais si on s'y prenait bien, peut-être pourrions-nous avoir encore des avantages un petit peu plus importants. Et ils se disent, dans le fond, on va aller voir chacun de nos fournisseurs et leur dire, voilà, l'année dernière, on a beaucoup travaillé avec vous, on a fait beaucoup d'affaires ensemble, et on va vous demander un petit quelque chose, un petit 1%, 2% du volume des affaires qu'on a fait ensemble l'année précédente. Donc au mois de mars, avril, on regarde, on dit voilà, ensemble, on a fait tant de millions de chiffres d'affaires, eh bien vous me devez 2% du volume de ces affaires faites ensemble, et comme on va rester très bons amis grâce à ce chèque que vous allez me faire, eh bien l'année prochaine, je vais vous commander encore plus, et puis l'année suivante, encore beaucoup plus. Ça s'appelle donc une marge arrière. Si je reprends mon exemple, vous achetez un produit 100, il a été acheté 90 au fournisseur, il y a donc une marge de 10, et puis en arrière, on vient réclamer 2% au fournisseur, ce qui veut dire qu'en vérité, on n'a pas acheté 90, mais 88, comme vous l'avez compris. Alors ça marche bien, au début, les fournisseurs toussent un petit peu, ronchonnent, et puis se disent finalement, quand même, cette grande distribution est en train de se développer, elle prend d'ampleur un peu partout, et si je suis sympa avec elle, peut-être que l'année prochaine, elle pensera encore davantage à moi, me commandera beaucoup plus, et donc mon volume d'affaires va encore croître et embellir, et donc bien sûr mon entreprise prospérer comme je l'attends. Et puis la grande distribution se dit dans le fond, on a quand même une situation de, pas de monopole, on dit d'oligopole, mais en tout cas qui commence à prendre sa place sur le paysage commercial, et peut-être qu'on pourrait demander un petit peu de sous à nos fournisseurs, et l'idée a été de demander un droit d'entrée pour faire figurer un produit sur les rayons des hypermarchés. Dans le bouquin, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui fabrique des tablettes de chocolat, qui produit des tablettes de chocolat et qui a dans sa gamme 5 variétés de tablettes de chocolat. Vous avez du chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat aux noisettes, chocolat aux amandes, si vous voulez, pour l'exemple.
Et on va dire aussi que ce chocolat est le meilleur, c'est-à-dire qu'il a été primé dans tous les concours, il a toutes les médailles d'or possibles, tous les goûteurs l'apprécient et disent qu'il n'y a pas meilleur que ce chocolat. Et pour autant, eh bien nous, on n'y a pas accès puisqu'il n'est pas dans les rayons de nos hypermarchés préférés. Il n'est pas sur les rayons de nos hypermarchés préférés pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas été référencé. Référencé, ça veut dire que quand un chef de rayon décide de passer une commande et décide de mettre du chocolat sur ses rayons, eh bien il faut qu'il y ait une référence sur un listing quelque part qui corresponde à ces fameuses tablettes de chocolat. Où il y a la référence 115 228 qui correspond à ma tablette de chocolat noir et il peut le commander, où il n'y a pas cette référence sur le listing, et bien sûr vous l'avez compris, il n'est pas question de le commander puisque le produit n'existe pas pour le magasin. Alors, on suppose qu'on a le meilleur chocolat et donc on va essayer de rentrer dans les réseaux de grande distribution. On va donc prendre un rendez-vous avec la centrale d'achat, proposer le produit, le montrer, le faire goûter une nouvelle fois, bien qu'il soit le meilleur, on le sait, mais quand même, on le fait goûter. On discute du packaging, on discute très vite du prix. Ils sont très durs en affaires, donc on négocie très fermement, mais on finit quand même par s'entendre sur un prix. Et puis, à la fin de la discussion, tout à fait à la fin, on vous dit, voilà, il y a un petit souci quand même, c'est que vous n'êtes pas référencé. Alors on se dit, bah oui, bien sûr, on est d'ailleurs venu pour ça, c'est l'objet du rendez-vous. On vous dit, oui, d'accord, mais attendez, référencé, ça veut dire qu'on va vous demander quand même une petite participation. Alors c'est pas beaucoup, ça va être entre 500 et 1000 francs par variété. J'ai dit que j'en avais 5, noir, blanc, au lait, etc. Donc j'en ai 5, entre 500 et 1000 francs par variété et par supermarché, et entre 3000 à 5000 francs, toujours par variété, et par hypermarché cette fois. Et si j'ai en face de moi un réseau qui a 200 hypermarchés et 1000 supermarchés, je vais devoir donc faire un chèque de 12 millions de francs. 12 millions de francs pour être référencé. On s'entend bien, ça ne veut pas dire qu'ils vont me commander mon chocolat, peut-être oui, peut-être passionnément, peut-être à la folie, peut-être pas du tout, j'en sais rien encore, mais en tout cas, si je veux savoir, c'est le ticket d'entrée, il faut que je fasse un chèque de 12 millions de francs. Si je ne le fais pas, c'est pas grave, d'autres le feront à ma place, et donc mes concurrents pourront vendre à ma place, bien sûr, du chocolat sur les rayons de nos hypermarchés préférés. On va supposer, pour poursuivre un petit peu quand même le débat, qu'on a fait notre chèque de 12 millions de francs, et donc qu'on est référencé. Et là vient le moment des premières commandes, et on va vous dire, voilà, on a des rayons, bien sûr, mais il faut habiller le squelette. Nous, on a le squelette, c'est l'ossature, il faut mettre du muscle dessus, ça veut dire qu'on a les rayons vides de vos produits, et maintenant, il faut que vous mettiez vos tablettes de chocolat. Alors, on vous dit, oui, bien sûr, on a bien compris, si on a fait un chèque de référencement, c'est quand même pour vendre le chocolat, ou alors on ne serait pas très bien. Oui, bien sûr, vous avez bien compris, mais l'idée c'est que vous allez nous livrer maintenant gratuitement l'ensemble de nos points de vente, c'est votre deuxième ticket d'entrée, parce que nous, dans le fond, on n'est pas très sûr qu'il se vende ce chocolat. Vous nous dites qu'il est le meilleur, on le croit, d'autres l'ont dit aussi, mais après tout, est-ce que les consommateurs vont se jeter sur les rayons? On n'est pas très sûr, et pour en être sûr, on vous propose que les premières livraisons soient gratuites. Ça veut dire, nos 200 hyper, 1000 supermarchés, il va falloir livrer, comme ça, tous nos points de vente, avec vos jolis produits, et si vous n'êtes pas d'accord, c'est un petit peu dommage, parce que le chèque de 12 millions de francs maintenant a été encaissé, c'est un peu dommage, on est trop tard pour revenir en arrière, et donc on vous invite quand même à poursuivre ce partenariat qui nous paraît tout à fait prometteur. Alors donc la première commande, bien sûr, est honorée comme ça gratuitement, et puis ensuite on vous le dit, mais seulement après, qu'il va falloir quand même penser à octroyer des remises sur quantité, et un certain nombre d'autres choses qui vont bien sûr entretenir d'excellentes relations. L'autre chose qu'on va vous dire, c'est que, bien sûr, dans les hypermarchés, vous le savez, il y a rarement des rayons qui sont vides, et donc, avant que vous n'arriviez, il y avait déjà du chocolat, il y avait déjà d'autres produits. Et donc, on va dire, voilà, si on met votre chocolat, vous ne pourrez quand même pas faire des jaloux, donc on ne va pas vous en mettre comme ça des montagnes, mais on va vous proposer le volume que vous entendez. C'est-à-dire, vous voulez combien? 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 3 mètres linéaires par magasin, 4 mètres, comme vous voulez. Dites-nous combien vous en voulez. Mais on va vous vendre bien sûr les mètres linéaires. Un mètre linéaire, ça a une valeur, donc vous allez payer pour les mètres linéaires par magasin. Vous savez aussi qu'il y a des rayons, bien sûr, en hypermarché, ça je vous apprends rien, mais il y a aussi ce qu'on appelle des têtes de gondole à l'extrémité de chaque rayon. Une tête de gondole, c'est l'endroit que vous contournez pour passer d'un rayon pour aller à un autre. Et il se trouve que vous comme moi, on est un petit peu curieux en tant que consommateur, mais en tout cas, quand on va dans un hyper ou dans un supermarché, on achète 2 fois plus les produits qui sont en tête de gondole. On met ici un paquet de biscottes, on va le vendre un certain nombre de fois, on le met en tête de gondole, on va le vendre 2 fois plus. C'est comme ça, il n'est pas moins cher, il est parfois plus cher en tête de gondole, mais le consommateur le voit, le contourne et l'achète systématiquement. Alors bien sûr, il y a plus de rayons que de têtes de gondole. Ils avaient bien pensé à un moment donné mettre les rayons dans l'autre sens, mais ils se sont rendus compte que ça ne changerait pas grand-chose. Et donc ils ont décidé de vendre les têtes de gondole. Alors la tête de gondole, c'est pas très cher. C'est entre 500 et 800 francs pour un produit, pour une variété. Si j'en ai 5, on multiplie par 5, mais c'est assez facile, c'est toujours la table de multiplication qui joue. En grande surface, c'est toujours ça. Il suffit de la connaître, après tout va bien. Donc une tête de gondole entre 500 et 800 francs pour un produit, pour un supermarché et pour 10 jours.
Et puis entre 1000 à 1500 francs quand même, toujours pour un produit, pour un hypermarché cette fois, et pour 10 jours toujours. Bien sûr, si je décide de ne pas payer cette tête de gondole, encore une fois, c'est mon concurrent qui le fera, et c'est lui qui vendra le chocolat et pas moi, donc j'ai quand même tout à fait intérêt à payer pour être présent sur cette tête de gondole. Quand vous allez dans un hypermarché, vous poussez votre caddie et souvent au milieu du passage, vous voyez des marchandises qui sont là, qui encombrent, qui gênent un petit peu. Il faut contourner, on se dit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi ces montagnes de sopalin, de Coca-Cola ou de je ne sais quoi, de bocaux de cornichons, peu importe. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas eu le temps de ranger. C'est pas tout à fait ça, ça s'appelle un îlot. Et comme les petites îles qui sortent de la mer, un îlot c'est une petite île de marchandises qui fait que eh bien, cette montagne de marchandises, vous la voyez beaucoup mieux, elle sort du paysage si je peux dire, et donc vous allez venir buter sur des bocaux de cornichons, des rouleaux de sopalin, etc. Le consommateur qui n'est pas venu pour ça, eh bien, voyant ces sopalins comme ça devant lui, encore une fois, pas tous bien sûr, mais un certain nombre vont glisser ces produits dans le caddie alors qu'ils n'étaient pas du tout venus pour ça. Et bien sûr cet endroit privilégié va encore une fois être facturé, comme vous l'imaginez, aux fournisseurs. Quand vous arrivez aussi à la caisse, vous avez souvent des marchandises qui viennent à vous, si je peux dire, c'est ce qu'on appelle des avancées de caisse. Vous attendez, vous faites la queue, et là vous trouvez des programmes de télévision, vous trouvez des piles électriques, vous trouvez des chewing-gums, des bonbons, des choses comme ça, qui sont pas du tout là par hasard, qui sont là parce qu'on attend, et les gens se disent, des bonbons, j'en ai peut-être plus, des allumettes, etc., des piles électriques, et donc, instantanément, comme ça, comme un réflexe, on va mettre dans le caddie cette pile dont on n'a peut-être pas besoin, mais dans le fond on ne sait plus, en tout cas elle est là, on n'a pas grand chose à faire, donc hop, on glisse la pile dans le caddie, et encore une fois, cet espace privilégié va être vendu bien sûr aux fournisseurs. Au-dessus de nos têtes, vous avez, souvent au-dessus de vos têtes, vous avez des gros morceaux de carton fluo, jaune fluo, qui attirent votre attention avec très souvent un prix écrit en très très gros. Alors on ne sait pas si c'est moins cher, plus cher, nous consommateurs, on ne va pas vérifier au rayon combien ça aurait coûté, mais on voit le prix en très gros au-dessus du rayon, et encore une fois, ce morceau de carton fait vendre. Ça s'appelle un stop. Ça porte bien son nom, c'est fait pour attirer votre attention, l'arrêter au moment où vous jetez le regard sur ce morceau de carton. Vous voyez 1,75, vous ne savez pas si en rayon c'était 1,45, peut-être 2, on n'en sait rien, mais on voit 1,75, c'est écrit en très gros et le consommateur se dit promo. Il a vu que c'était du jaune fluo, c'est promo. Et là encore une fois, on va acheter beaucoup plus quand un rayon sera doté d'un stop. Ce stop, c'est pas très cher, ça vaut 500 francs pour 10 jours, 500 francs un petit bout de carton, c'est quand même bien payé, vous allez me dire, mais en tout cas, c'est le tarif à payer. Encore une fois, si on ne veut pas le payer, eh bien c'est le concurrent, mais c'est plus tout à fait ça, vous allez voir, parce que maintenant, on est obligé, qu'on le veuille ou non, en plus d'acheter ces morceaux de carton, sinon on se fâche très rouge et très fort, et c'est pas très confortable. Dans vos boîtes à lettres, je vous apprends rien, tous les jours, vous recevez des publicités, des catalogues, c'est Carrefour, Leclerc, Auchan, Cora, Casino, les autres, qui vraiment vous informent au quotidien, c'est formidable, de tous ces produits que vous connaissez déjà, qui changent pas beaucoup d'ailleurs, mais en tout cas, tous les jours, c'est de la pub et de la pub. Alors on se dit quand même, ces fournisseurs sont un peu malades de payer comme ça des sommes aussi importantes pour nous faire de la pub, pour nous dire qu'ils font des petits pois. Quand on nous dit que Bonduelle fait des petits pois, ça on le savait déjà, on n'a pas forcément besoin, et que Kleenex fait des mouchoirs en papier, on découvre pas grand-chose, mais pour autant on nous le rappelle tous les 3 jours, pour une raison très simple, c'est que l'hypermarché vend cet espace à son fournisseur et lui impose. Lui demande pas son avis, lui dit voilà, vous allez figurer dans mes catalogues, je vous l'impose, et donc, que vous le vouliez ou non, eh bien vous serez dans mes catalogues et vous allez en payer le prix. Le prix, ça veut dire entre 10 à 15 fois à peu près le prix qu'aurait payé l'annonceur s'il devait payer un espace publicitaire à peu près équivalent. De la même façon, l'hypermarché va aussi demander à ses fournisseurs, il y a quelque temps encore, d'assurer la démonstration. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, vous savez, il y a souvent dans les rayons des jeunes femmes qui vous proposent des échantillons, de goûter un produit, qui vous proposent des bons de réduction, des gadgets, etc. Il faut bien comprendre et savoir que ce personnel, ces gens-là, ne sont pas des salariés des hypermarchés, mais sont payés par des fournisseurs. Et on arrive à avoir comme ça des personnes, des femmes la plupart du temps, en situation extrêmement précaire, qui arrivent quand même à avoir parfois jusqu'à 12 à 15 employeurs par mois, c'est assez étonnant, qui vont le matin vous vendre des produits de charcuterie bretonne, l'après-midi de la lessive, le lendemain autre chose, etc. Donc vraiment des gens parfaitement précarisés et qui bien sûr ne bénéficient jamais des avantages sociaux, entre guillemets, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, de la grande distribution, pas plus que des conventions collectives. Il y a mieux maintenant, puisque maintenant on demande aux fournisseurs, on dit voilà, c'est bien sympa, on a reçu vos tablettes de chocolat, elles sont là dans un carton, mais nous, désolé, on n'a personne, donc si vous voulez maintenant qu'elles aillent en rayon, il faudrait peut-être nous envoyer quelqu'un pour les mettre en rayon, parce que sinon, ça reste là dans le carton, mais le consommateur ne va pas les acheter si vous ne faites pas l'effort de les mettre en rayon.
De la même façon, pour décharger les camions, vous savez, on dit souvent aux camionneurs qui arrivent, eh bien écoutez, désolé, le camion il est peut-être raqué, là, c'est bien, il est à l'heure, mais nous on n'a personne pour décharger. Ou vous déchargez vous-même votre camion, ou vous repartez, parce que de toute façon on n'a pas de personnel à mettre pour ça. Donc c'est à vous de faire un petit peu d'effort et donc de vider votre camion. Donc j'en suis au 9e cas, je pourrais poursuivre, on a trouvé plus de 548 raisons pour demander comme ça de l'argent aux fournisseurs. Tout ça, ça s'appelle des marges arrière. Ce sont des sommes additionnelles qui sont réclamées aux fournisseurs de la grande distribution. Si je reprends mon exemple, quand vous achetez vous un produit 100, il a été acheté 90 avec une marge de 10, c'est pas grand chose, mais la grande distribution vient en arrière demander 2% pour des remises de fin d'année, puis 2% pour autre chose, puis 3% pour autre chose, et vient comme ça additionner ce qu'on appelle des marges arrière. Ça, c'est un terme pudique pour ne pas parler de racket, parce que c'est un véritable racket qui est exercé sur le monde des fournisseurs de la grande distribution. Alors, ces marges arrière, ça a été inventé, bien sûr, par la grande distribution française, ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Il y a partout des grands distributeurs maintenant dans le monde, il y a des marques américaines, hollandaises et autres, mais les seuls qui pratiquent cette pratique des marges arrière, si je peux dire, ce sont les Français, c'est eux, en tout cas, qui sont en train d'imposer ça au monde entier. Ces marges arrière, il y a 10 ans, sont arrivées à un taux de 10%, et on a crié au scandale en disant, voilà, on va pousser les entreprises à mettre la clé sous la porte, c'est une incidence énorme sur l'emploi, c'est une incidence sur le monde agricole, et si l'on continue un tout petit peu, eh bien c'est vraiment des plans sociaux, ce sont des délocalisations, c'est vraiment quelque chose de très grave vis-à-vis de l'emploi, vis-à-vis du monde de l'entreprise et de l'industrie. Et puis, la grande distribution n'a pas tout à fait entendu ce langage, et chaque année a ajouté 2%, 3%, un petit quelque chose. On a inventé toujours des raisons pour réclamer des marges arrière, à tel point d'ailleurs qu'un grand distributeur a dû informatiser ces raisons, puisqu'il n'arrivait plus du tout à s'en sortir pour savoir ce qu'il devait réclamer à ses fournisseurs. Et on arrive en tout cas à la fin de l'an 2000, donc au début du XXIe siècle, on est arrivé à des taux de marge arrière de 30, 35, 40, 45, 50, et j'ai trouvé tout récemment un cas extrême quand même de 62%, sachant qu'aujourd'hui, le taux moyen reconnu par le secrétaire d'État à la consommation est quand même compris entre 45 et 50% de marge arrière. Il faut bien comprendre que ça, c'est donc du racket qui est exercé sur les fournisseurs de cette grande distribution, et que ces marges arrière, mais j'y reviendrai, ne sont jamais répercutées aux consommateurs, puisque la loi Galland interdit de répercuter sur le prix de vente ces marges arrière. Alors, évidemment, ça, c'est des pratiques qui se sont un petit peu réparties, j'allais dire, répandues dans le monde de la grande distribution. Puis il est arrivé un autre malheur, c'est qu'on est arrivé à la fin des années 90 à la période qu'on a pu appeler de mondialisation, globalisation, et que ces réseaux de grande distribution se sont regroupés, ont fusionné, ont absorbé d'autres réseaux, etc. Et qu'on est arrivé aujourd'hui à un stade où en France, on n'a plus que 5 centrales d'achat simplement, 5 centrales d'achat qui arrivent quand même à contrôler plus de 90% des produits de consommation courante que vous consommez, que je consomme. Ce qui veut dire qu'on n'arrive pas à une situation de monopole, mais pas loin, vous voyez, une situation de quasi-oligopole. Ce qui veut dire aussi que cette mondialisation, comme vous le savez, là je vous apprends rien, n'est pas tout à fait terminée, loin s'en faut, et que donc on continue à fusionner, à absorber, à se marier, etc. Et que donc on pense vraisemblablement d'ici 5 ans, 6 ans peut-être si on se trompe, qu'on aura 2 opérateurs, peut-être 3, non pas au niveau national, mais au niveau mondial. Puisque vous le savez, ça va très très vite et qu'on voit maintenant des groupes, notamment des groupes nationaux comme Carrefour, qui sont en train vraiment de conquérir le monde. Ces centrales d'achat, bien sûr, ces pratiques se répandent, cela leur donne à ces groupes une puissance de feu extraordinaire, puisque là, elles deviennent vraiment des clients incontournables pour les industriels. Vous avez des entreprises, alors quand je parle industriel, je situe tout de suite, parce qu'on va me dire, faut pas nous faire pleurer sur Nestlé Danone, mais c'est pas de ça dont je parle des entreprises de 20, 30, 40 personnes, ces petites entreprises comme celles qui fabriquent des tablettes de chocolat ou d'autres, et ces gens, parfois, eh bien, ont une seule centrale d'achat qui pèse 75, 80, peut-être 85% de leur chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que vous n'avez aucune latitude pour dire non à cette centrale d'achat. Elle vous dit, voilà, c'était 40, maintenant c'est 44. C'est difficile de dire non, puisque sinon on vous dit, bah, écoutez, gardez vos marchandises et je saurai me trouver d'autres fournisseurs. Ce qu'elles font d'ailleurs tout à fait, parce qu'elles savent aussi déréférencer. C'est pas parce que vous êtes référencé qu'il n'y aura pas par la suite déréférencement. On en parlera tout à l'heure, vous verrez que dans certains contextes, c'est une sanction pour punir des gens qui ne se comportent pas très bien et qui parlent de ce sujet qui fâche. Qui se comportent pas très bien, ça veut dire des gens comme moi par exemple qui parlent de cela, des journalistes, et c'est vraiment pas des choses qui se font, et ça fâche beaucoup la grande distribution. Quand c'est moi, c'est pas grave, il n'y a pas grand chose à déréférencer puisque mon bouquin n'est pas en grande surface, je suis assez tranquille. Quand ce sont des fournisseurs par contre et qu'ils parlent de ce sujet, eh bien on met des références, mais on en parlera tout à l'heure. Ces marges arrière,
ont un impact énorme, et ces pratiques ont un impact énorme. Ça a un impact évidemment sur le monde du commerce, la grande distribution. Alors je passe très vite là-dessus, parce que l'impact sur le monde du commerce, on le connaît tous, on l'a vu, on sait très bien que nos villes, nos villages sont devenus de véritables déserts commerciaux, et c'est pas compliqué à voir, on le voit y compris maintenant dans nos grandes villes. Il y a quelques années encore, on pouvait dire, dans nos villages, il n'y a plus d'épicerie, il n'y a plus de commerce, mais aujourd'hui c'est vrai aussi dans les villes moyennes, et puis ça devient vrai dans les grandes villes, y compris dans la capitale, puisque maintenant se pose effectivement, la Chambre de commerce de Paris le pose, les élus de Paris, etc., se pose la question de ce commerce qui disparaît véritablement dans nos grandes villes. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, et je ne suis pas venu pour ça, même si c'est mon métier, mais rassurez-vous, je n'ai pas non plus, comme vous, de passion particulière pour les chiffres. Je voudrais juste vous dire qu'en 1966, vous le savez sans doute, on était 46 millions de Français, on est aujourd'hui un peu plus de 60 millions. En 66, il y avait 40 000 boulangeries en France, il en reste aujourd'hui 22 000. On avait quand même 50 000 boucheries, il en reste 14 000. On avait 87 000 épiceries, il en reste 13 000. Et on pourrait comme ça décliner et refaire la revue de tous les types de commerces, à part le commerce des fleurs. Tous les commerces aujourd'hui sont en voie de disparition dans notre pays. Avec tout ce que ça comporte. Il y a bien sûr les commerçants qui disparaissent, mais il y a aussi ce lien social qui disparaît, cette vie des villes et des villages. Quand on nous dit insécurité, quand on nous dit les gens se parlent plus, quand on nous dit toutes ces choses-là, on ne nous dit pas, bah oui, mais les lieux de vie se sont déplacés et il n'y a plus de vie dans nos villages. Ça a un impact donc sur le commerce, et ça a un impact aussi sur le monde agricole. On a beaucoup parlé de la malbouffe, bien sûr, et ça là-dessus je ne vous ferai pas non plus une discussion, vous connaissez aussi bien que moi le sujet, sans malheureusement souvent faire le lien entre cette malbouffe et les raisons de cette malbouffe. Bon, José Bové, la Confédération paysanne, nos amis présents, et bien d'autres ont évoqué et ont expliqué cette malbouffe. Et souvent, les journalistes ont expliqué qu'évidemment, il y avait ce problème sans jamais dire, mais pourquoi en fait? Pourquoi d'un seul coup, des vaches deviennent folles? Pourquoi d'un seul coup, on mange ces cochonneries, pour pas dire pire? Évidemment, ces pratiques de la grande distribution, je vous ai dit au début qu'elle est intervenue, arrivée en France à une époque de grande inflation, et qu'on a fini par maîtriser l'inflation, en tout cas partiellement, même si on le sait tous aujourd'hui, les chiffres que donne l'INSEE sont complètement faussés, bien sûr, et complètement manipulés, mais quand même, l'inflation malgré tout est maîtrisée, puisqu'on peut se dire aussi qu'il y a 14 ou 15 ans, les chiffres étaient aussi manipulés, donc l'inflation malgré tout baisse malgré tout. Et donc, cette grande distribution a permis dans un premier temps de maîtriser l'inflation, à éliminer tous les intermédiaires, et aujourd'hui, quand vous achetez un produit, et bien dans le prix d'un produit, il y a simplement deux masses. Il y a la rémunération de celui qui fabrique ou qui produit, qu'il soit entreprise ou agriculteur, et puis la rémunération de celui qui distribue. Comme celui qui distribue vaut la part la plus importante du gâteau, vous imaginez bien que pour celui qui produit, eh bien, il y a de moins en moins. Ça s'applique au monde de l'entreprise, ça s'applique aussi au monde, bien sûr, des paysans. Ce qui veut dire qu'on a encouragé sciemment une agriculture productiviste, intensive, pour bien sûr tirer les prix vers le bas, de façon à pouvoir avoir des marges toujours plus importantes. Cette grande distribution a inventé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est le poulet à 10 francs. Vous savez sans doute que c'est en grande surface qu'on a trouvé les premiers poulets à 10 francs le kilo, et le consommateur a trouvé ça formidable, c'est bien moins cher qu'ailleurs, et on s'est dit tous, le poulet c'est moins cher en grande surface. Sauf qu'on a oublié de se dire, mais un poulet c'est quoi dans le fond? Et qu'est-ce que c'est qu'un poulet chez mon paysan, et qu'est-ce que c'est qu'un poulet en grande surface? Ça, personne s'est demandé, on s'est dit un poulet, ça a des ailes, enfin ce qu'il en reste, ça a des pattes, etc. Et ça nous va bien. Et ce qu'on a oublié de voir, c'est comment étaient produits les poulets en grande surface. Vous savez qu'un poulet en grande surface, c'est quand même un poulet d'abord dans la nature, vous le savez sans doute, avant d'arriver à maturité, ça demande quand même 3 mois. Il faut 3 mois avant qu'il arrive dans votre assiette. En grande surface, on a inventé un concept un petit peu différent. Le poulet que vous achetez, c'est 21 jours. C'est un petit peu plus court. Si vous ramenez ça à l'échelle humaine, je sais que des fois ça choque, mais c'est simplement une comparaison, ça veut dire que si on prenait un enfant qui est né ce matin, c'est un petit peu comme si on prenait un enfant qui est né ce matin, et qu'on veuille en faire un David Douillet à l'âge de 6 ou 7 ans. Vous voyez qu'il faut quand même des savants qui s'y prennent un petit peu de façon forcée pour qu'on arrive à la nature, que la nature produise un poulet en 21 jours. On y est arrivé fort bien, et ce sont donc les poulets que vous trouvez en grande surface. Ces volailles, c'est intéressant, puis je pense que vous avez tous dîné, en tout cas le dîner pas pour tout de suite, donc je peux me permettre de faire une petite parenthèse sur la malbouffe, mais vous savez sans doute que quand on rejette nos eaux usées par nos lavabos, par nos égouts, par nos toilettes, pardonnez-moi, ces eaux s'en vont dans des bassins de décantation successifs qui permettent d'apurer l'eau, et puis cette eau, à force de traitement, revient sur nos robinets comme une eau propre évidemment, et elle est propre d'ailleurs, traitée, etc. Cette eau passe donc par des bassins de décantation successifs, et à la surface de ces bassins, pardonnez-moi, flottent des boues, ce qu'on appelle des boues de station d'épuration d'eau, et ces boues, il faut les éliminer.
Alors j'en vois qui font la grimace, qu'il y a tout ce que vous imaginez, mais il y a bien pire que ça, puisqu'il y a là-dedans des métaux lourds, du plomb, du mercure, etc. Et c'est bien pire que ce que vous pensez. Et ces bouts, il faut en faire quelque chose. Il y a quelques années, on a décidé de les épandre sur la terre en se disant c'est du fertilisant, et puis ça va permettre de faire pousser d'excellents légumes, des tomates, des salades, etc. C'est formidable. Et ni vu ni connu, on élimine comme ça nos déchets entre guillemets. Et puis des écologistes ont dit mais attendez, c'est un peu dangereux quand même parce que sous la terre il y a des nappes phréatiques qui sont en train de tout polluer. Encore une fois il y a du plomb, du mercure, c'est très dangereux. Et donc il serait peut-être temps d'arrêter la plaisanterie, faute de quoi on va polluer toutes nos nappes phréatiques. Alors d'autres ont dit, c'est pas grave, on va créer des incinérateurs, on va faire brûler tout ça, et puis ni vu ni connu, c'est qu'à le dire, ça part en fumée, et comme ça on se débarrasse de ces déchets. Et puis encore une fois, les écologistes, décidément, ils ont dit, attendez, là vous produisez de la dioxine, c'est très cancérigène, il faut peut-être un peu arrêter les frais, faute de quoi, encore une fois, on va tous se retrouver avec des gros soucis de santé. Et puis, alors on se disait, qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis, fort heureusement, on arrive à une époque de la mondialisation, et contrairement à ce que dit Beauvais, le monde est une marchandise aujourd'hui, tout se valorise, tout s'achète et tout se vend. Et des gens ont dit, écoutez, laissez-nous donc valoriser ces déchets, donnez-nous des sous, demandez pas trop ce qu'on va en faire, mais on vous en débarrasse. Alors on a payé des gens pour débarrasser de ces bouts de stations d'épuration d'eau. Et puis ces gens peu scrupuleux ont décidé de mélanger ça à l'alimentation animale, l'alimentation des volailles. Et donc ça s'est retrouvé, pas seulement que ça, il y a aussi des céréales, du grain, etc., plein de choses. Et donc ces bouts de stations d'épuration d'eau se sont retrouvés dans l'alimentation des volailles que l'on trouve malheureusement dans nos grandes surfaces préférées. Alors je vous rassure tout de suite, depuis 1999 c'est terminé, Bruxelles nous a épinglés, donc maintenant c'est terminé, il paraît qu'on ne le fait plus. Et ça on veut bien le croire, plus en tout cas pour les volailles. Et il y a aussi une petite anecdote, oui, parce qu'il y a les poissons, on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi pour les volailles une petite anecdote dont vous vous rappelez peut-être, c'était au début de l'année 2000, c'était sur France Inter pour ceux qui écoutent, et il y avait un bulletin d'information qui revenait à peu près toutes les demi-heures, où on disait aux gens qui écoutaient, il y a un problème, il y a eu un vol de poules pondeuses dans l'est de la France, c'est du côté de Nancy, et si jamais vous êtes en possession de ces poules pondeuses, surtout ne les consommez pas, et surtout ne donnez pas à consommer à de jeunes enfants, à des enfants en bas âge, ce sont des poules pondeuses. Alors on tendait comme un peu l'oreille en disant mais une poule pondeuse ça fait des œufs, mais entre la poule et l'œuf on croyait que, il y en a certains qui le pensaient, et on se disait si on mange l'œuf on devrait pouvoir manger la poule quand même. Bon. Mais non, on nous disait aussi attention, ces poules sont nourries avec des déchets industriels, des déchets hospitaliers, donc surtout ne nourrissez pas des enfants en bas âge. Vous les ramenez, vous les relâchez où vous voulez, mais voilà. Donc mangez bien le petit œuf à la coque avec sa petite date du jour, vous savez le petit tampon qui vous dit il a été ramassé hier soir ou ce matin, mais les œufs, mais la poule non surtout pas, il faut pas. Ça je sais pas ce qu'elles sont devenues, et en tout cas pour l'instant on m'a pas dit que ça s'arrêtait. Et bien sûr il y a bien pire, puisque on nous a parlé des vaches folles, et c'est vrai que la vache folle, une vache folle ça se voit, je sais pas si certains d'entre vous en ont vu, mais en tout cas c'est assez spectaculaire, donc on peut pas trop les louper quand il y en a une dans un champ. Ce qu'on nous dit un peu moins, c'est qu'un turbo, un saumon, une dorade, etc., tous ces poissons d'élevage qu'on élève dans les conditions que l'on connaît, ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs, là, pour voir un saumon fou, c'est un peu plus compliqué, il n'y a pas grand monde pour repérer, donc effectivement, quand il arrive dans votre assiette, il n'y a pas grand monde pour vous le dire. Ce qui veut dire quand même qu'on en plaisante, mais nos amis paysans, des vrais en tout cas, se disent que si on n'arrête pas tout ça, c'est un vrai Tchernobyl alimentaire qu'on est en train de se préparer, et notamment bien sûr avec les OGM, mais je crois qu'il y a des gens qui sont ici mieux placés que moi pour en parler, mais je crois que c'est vraiment quelque chose de tout à fait considérable. Et encore une fois, OGM, pourquoi? Eh bien tout simplement pour des bénéfices encore plus importants, pour des bénéfices au profit de ces transnationales, très peu nombreuses et de moins en moins nombreuses bien sûr, qui vont se partager ces super bénéfices. Je passe vite sur le monde agricole, mais vous imaginez bien que tout ça, ça a une incidence bien entendu sur la santé, sur bien d'autres éléments, et que tout ça n'est pas une fatalité, et que si les gens ne voulaient pas comme ça des super bénéfices sur les produits qu'ils nous vendent, on pourrait tous manger sain, bio, etc. Mais ça aussi, on va y revenir tout à l'heure. Un petit impact aussi sur le monde de l'entreprise, puisque évidemment, alors l'entreprise, bien sûr, c'est pas toujours de bon ton de parler d'entreprise dans certains milieux, mais derrière l'entreprise, il y a aussi des hommes, des femmes, des gens qui travaillent, il y a aussi des jeunes qui comptent sur les entreprises pour leur avenir. Et aujourd'hui, eh bien, on le voit, l'entreprise est complètement menacée en France. Pas seulement par ces pratiques, ce sont des pratiques mondialisées, donc je veux dire, la grande distribution est un des acteurs, des éléments de la mondialisation, mais il n'empêche qu'à partir du moment où 90% des produits de consommation courante passent par ces grandes distributions, vous imaginez bien que ça a quand même quelques impacts sur le monde de l'entreprise. Quand on réclame des taux de 35, 40, 45 ou 50, en tout cas 45 à 50 en moyenne de marge arrière, il est évident qu'il y a de moins en moins de place pour l'humain, de moins en moins de place pour les gens qui travaillent dans les entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pousser
au désinvestissement, ça veut dire qu'on va pousser aux délocalisations, ça veut dire qu'on va faire en sorte que la part, puisque dans le fond, la matière première, on a déjà tiré les prix au maximum, le seul élément variable dans un prix, c'est la masse salariale, c'est la main-d'œuvre, c'est ce qu'on appelle les charges sociales. Et donc, l'idée, elle est simple, c'est de dire aujourd'hui, ben voilà, le marché est mondial, hein, c'est un village mondial, donc il faut aller produire là où la vie est moins chère, là où les pays sont socialement moins disants. Alors, on peut le comprendre, et puis si on peut le comprendre quand un grand distributeur vous dit voilà, ou vous produisez moins cher ou j'achète plus, et puis si vous refusez de le comprendre, eh bien on vous l'impose. On vous l'impose, c'est très simple, je vais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée à un de mes clients, qui est quelqu'un qui fabrique des produits que vous avez, chacun d'entre vous, chez vous, j'en suis sûr, produits qu'il nous a imposés il y a à peu près une quinzaine d'années. Un produit génial auquel personne n'avait pensé, et puis cet homme a dessiné un jour un prototype, est allé le proposer aux centrales d'achat, qui ont dit mais c'est fou ce truc, personne n'avait pensé, allez-y produisez, et nous on achète tout ce que vous allez produire. Et on est certain d'ailleurs que vous n'arriverez jamais à produire tout ce qu'on va vendre, parce que ce produit est génial, et vraiment c'est un marché complètement émergent. Je vous dis pas volontairement ce que c'est, et c'est pas par cachotterie, mais tout simplement pour une raison simple, c'est que si je vous disais le nom, et cette personne, l'entreprise serait immédiatement déréférencée, donc serait appelée à disparaître, mais j'illustrerai tout à l'heure le propos, j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est que le déréférencement. Cette entreprise donc est née donc en région parisienne il y a une quinzaine d'années, avec 5-6 salariés. Très vite on est passé à 10, puis à 20, puis à 30, puis 50. Et puis les centrales d'achat ont toutes référencé ce produit, l'ont distribué dans des conditions vraiment optimum. Donc on est très vite passé à une centaine de salariés, et puis on est arrivé il y a quelques années à pas loin de 200 salariés, ce qui pour une création est quand même pas si mal, avec des gens fort bien traités, bien payés, des cadres, etc. Enfin vraiment une petite boîte, une belle PME française qui va bien. Donc je vous l'ai dit, des ateliers en région parisienne, et puis 2 usines en province qui, ma foi, avaient créé de l'emploi localement, ce qui ne déplaisait pas forcément aux gens qui vivaient dans la région. Et puis, un beau jour, le chef d'entreprise s'est rendu compte que ces produits qui avaient la cote auprès des consommateurs étaient moins commandés par les centrales d'achat. Et il y avait bizarrement des commandes qui baissaient, et donc il a décidé de prendre rendez-vous avec les centrales et dire bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai pas su évoluer? Est-ce que le produit va plus? Est-ce qu'il plaît plus? Pourtant on me dit que ça va bien. On a dit non, pas du tout, il y a un petit problème, cher ami, c'est que vous êtes quand même un peu cher et qu'on aimerait que vous baissiez vos prix, votre produit va bien mais vous êtes trop cher. Alors il a commencé à revoir ses prix de fabrication, ses prix de revient. Bon, on fait appel dans ce cas-là aux professionnels, à l'expert comptable, c'est comme ça que j'interviens. On commence à revoir les prix de revient, on tire un petit peu les prix, ça veut dire, il faut être très clair que là où il y avait des hommes, on commence à envisager les machines, ça veut dire aussi très clairement que là où il y avait des contrats à durée déterminée, les gens ne sont pas forcément renouvelés, ça veut dire aussi que là où il y avait des gens qui étaient sur le point de prendre leur retraite, eh bien, ils ne seront pas forcément renouvelés, c'est tout à fait la démarche dans laquelle nous sommes du néolibéralisme, comme on le connaît, tout à fait déshumanisé. Le chef, malgré tout, l'entreprise, qui est quelqu'un un petit peu, j'allais dire, de la vieille école, et qui mesure son succès à son nombre de salariés, et qui dit, quand on lui demande comment ça va, il dit, bah, ça va bien, j'ai 200 salariés, n'avait pas du tout l'intention de réduire ses effectifs et son entreprise, et donc a décidé de baisser, de faire tout ce qu'il pouvait pour tirer ses prix, tout en essayant de limiter la casse, et donc de maintenir ses effectifs et le personnel qu'il avait donc accompagné depuis le début de la création de l'entreprise. Il a baissé comme ça ses prix un petit peu, et au lieu de vendre 80, il a réussi à descendre son prix à 77, ce qui a donné tout à fait satisfaction aux centrales d'achat. Satisfaction, mais pas très longtemps, puisque quelques semaines plus tard, ils sont revenus à la charge en disant voilà, vous êtes très bien comporté, vous avez réussi à baisser votre prix, mais on est certain que si vous faisiez un petit effort encore, vous pourriez peut-être non plus nous accorder 77, mais qui sait, 74, 73, peut-être 72, et si vous prenez bien, peut-être un peu moins encore. Alors là, il a dit, pas question, parce que là, on a fait vraiment du bon boulot, on a tiré nos prix, on ne peut pas descendre plus bas, ça veut dire mettre en péril l'existence de l'entreprise. Et on lui dit, mais attendez, vous êtes pas bien ou quoi? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est la mondialisation, c'est la globalisation, il y a des pays où la vie est moins chère, et que si vous étiez un petit peu futé, eh bien vous iriez produire dans ces pays moins chers, évidemment, que nous, par ailleurs, eh bien, nous sommes en train de grandir, et grandir sacrément, ça veut dire qu'on est en train de s'implanter dans le monde entier, de conquérir la planète, c'est pas une façon de le dire, c'est vrai, et que donc on pourrait vous offrir non seulement les débouchés sur le territoire français, ce qui est déjà pas mal, grâce à nous vous avez quand même bien prospéré, mais en plus, vos produits, on va les vendre en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Mexique, au Brésil, partout sur la planète, et vous voyez un peu les débouchés qu'on peut vous apporter si vous faites l'effort de bien vouloir comprendre un petit peu quand même nos difficultés, entre guillemets. Alors le chef d'entreprise a refusé, et puis du jour au lendemain, eh bien les commandes ont disparu.
Nous, consommateurs, on n'a plus trouvé les produits, on s'est demandé pourquoi, et l'entreprise s'est retrouvée à devoir mettre beaucoup de monde en chômage technique, à devoir faire ce que l'on connaît bien, je veux dire, c'est fermer l'entreprise un certain nombre de jours dans la semaine, dans le mois, etc. Jusqu'au jour où il s'est dit c'est pas possible, et ça a été un bras de fer, mais il a perdu le bras de fer, bien sûr, parce que lui, c'était son unique débouché, alors que vous l'imaginez, les grands distributeurs, eux, ont d'autres produits à déboucher, donc ont les moyens de tenir la distance et la durée. Et donc, il a dû reprendre rendez-vous avec la centrale d'achat en disant, bon, ok, vous avez gagné, donc qu'est-ce qu'on fait ? Et par contre, j'accepte une partie de votre deal, c'est-à-dire que je refuse de licencier, de jeter mes salariés, mais chaque fois que quelqu'un partira, je ne vais pas le remplacer. Chaque fois que quelqu'un sera en retraite, eh bien là aussi on ne remplacera pas. Les gens en durée déterminée, on ne remplacera plus. Et puis petit à petit, on va commencer à sous-traiter un petit peu dans des pays où la vie est moins chère. Pays où la vie est moins chère, c'est très simple. Vous savez qu'en France, une heure de travail avec ce qu'on appelle ces charges sociales, donc l'ensemble des prestations sociales comprises, ça coûte environ 20 €. Si on traduit en dollars, pour faire simple, en considérant qu'un dollar est égal à 1 euro, c'est environ 20 $ ou 20 € pour une heure de travail. Quand on va aux Philippines, c'est pas 20 mais c'est 6, mais c'est pas pour une heure, c'est pour une journée de travail. Et puis quand on va en Thaïlande ou en Chine, cette fois c'est plus 6, c'est 3, mais c'est pour une journée de travail qui commence à 8 h du matin, qui se termine à 2 h du matin. Donc évidemment, il n'y a pas photo, si vous me permettez l'expression, et donc il est évident qu'il y a des pays moins 10 ans socialement. Et donc l'entreprise a commencé comme ça à sous-traiter 5% en Thaïlande en se disant, bon 5% c'est pas grand-chose. Et puis évidemment est arrivé ce qui devait arriver, on est passé à 10, vous l'avez compris, puis à 15, puis à 20, puis à 30, puis un jour on est arrivé à 50-50. 50% de la production sur le territoire national, 50% en Thaïlande. Et les centrales d'achat ont dit voilà, c'est formidable, vous avez contenu vos prix, baissé vos prix, grâce à vous on fait de belles affaires, on vend toujours de plus en plus. Mais vous, on vous connaît bien, on vous estime bien, mais ces gens là-bas si loin, ces Chinois entre guillemets comme ils ont dit, on les connaît pas et on voudrait bien aller voir comment travaillent ces gens si loin. On voudrait voir comment ça se passe, comment sont les ateliers, est-ce que les gens sont aussi assidus au travail qu'on nous le dit, est-ce qu'on est sûr que c'est fiable, est-ce qu'on est sûr aussi qu'ils pourront supporter une pression, une charge encore plus importante de commandes, puisque nous on va ouvrir maintenant les marchés mondiaux, et donc on voudrait aller avec vous, que vous nous organisiez un petit voyage en Thaïlande, comme ça, pas très longtemps, 3-4 jours, pour voir un peu comment ça se passe. Le chef d'entreprise n'a pas trop compris, il s'est dit mais après tout, moi j'ai rien à cacher, j'ai toujours bien travaillé, j'ai un cahier des charges tout à fait respectable, tout à fait montrable, etc. Donc s'ils veulent voir, pourquoi pas, on organise un truc. Donc il a été chargé de prendre les billets d'avion, de réserver les hôtels, etc. Ils ont fait une visite très intéressante là-bas, ils ont vu de très très beaux ateliers avec des gens très assidus, en blouse blanche, tout le monde, un sol brillant, tout le monde au travail, personne qui lève le nez, etc. Et tout le monde est rentré vraiment tout à fait convaincu de ce choix de sous-traitants. Et puis, les hypermarchés ont donc trouvé ça formidable, ont débouché le champagne et ont dit vraiment, vous êtes un type bien, vous avez su comprendre l'évolution de l'économie, etc. Bon bref, le discours que vous connaissez bien, mais Raffarin le fait mieux que moi, donc vous connaissez à peu près le discours. Et au bout de quelques temps, mais quand je dis quelques temps, c'est pas longtemps, c'est quelques jours, les centrales d'achat ont décidé qu'elles avaient encore un petit quelque chose à voir qu'elles avaient oublié, bizarrement, d'observer comme ça en Thaïlande. Et elles ont décidé de rappeler les sous-traitants thaïlandais en oubliant juste un petit truc, c'est de prévenir le chef d'entreprise français. Et ils sont retournés en Thaïlande, en cette fois tenant un langage tout à fait différent, en disant voilà, il y a un petit problème entre vous et nous, il y a un Français, ce Français il sert à rien aujourd'hui. Vous fabriquez, nous on vend, et si vous en êtes d'accord, on traite en direct, on vous achète quelques centimes plus cher chaque produit, mais comme vous en faites beaucoup, ça fait beaucoup d'argent, et puis nous, ça va nous permettre de baisser aussi de quelques centimes, ce qui va permettre d'en vendre encore beaucoup plus aux consommateurs, et donc bien sûr, c'est un marché gagnant-gagnant, comme il est coutume de dire dans ce monde-là. Les Thaïlandais ont refusé dans un premier temps en disant mais non, si on existe, c'est quand même grâce à ce petit Français qui nous a permis de développer nos affaires, il n'est pas question de lui jouer ce tour. Mais les centrales d'achat, fleurons de notre économie nationale, ont su faire comprendre que de toute façon, des gens qui ont faim sur la planète, il y en a quand même pas mal. Des sous-traitants potentiels sur un produit qui finalement ne fait pas appel à une technologie très compliquée. Il y a beaucoup de gens qui sauraient les fabriquer, et que donc s'ils ne jouaient pas ce jeu, finalement, non seulement le Français avait perdu, mais eux avec, qui serait donc de bon ton de les accompagner dans cette démarche. C'est donc ce qui s'est passé, et aujourd'hui notre entreprise essaye de redémarrer sur ce qu'on appelle un marché de niche, vous savez, c'est la mode de dire ça, et à un peu moins de 10 salariés, et essaye de se récupérer avec toutes les difficultés que vous imaginez. C'est pas comme ça un cas anecdotique, je veux dire, pour faire le malin sur scène, mais c'est simplement pour vous dire que ça, dans les entreprises, on le vit tous les jours. Alors on nous parle Metal Europe, on nous parle Alstom, on nous parle des plus grosses, parce que ça c'est spectaculaire, puis la télé c'est bien, mais sans nous dire que il y a des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers d'entreprises qui chaque jour disparaissent. Quand Alstom disparaît, il y a aussi beaucoup de sous-traitants dans le giron qui bien sûr vont être aspirés par le bas, mais ça évidemment on ne nous le dit pas forcément.
Tout ceci aussi, quand on parle délocalisation, quand on parle de destruction d'emplois, c'est pas tout à fait une fatalité. Je veux dire, si ça se produit, alors bien sûr c'est une logique néolibérale, bien sûr que le capitalisme débridé nous amène à ça, mais il faut savoir qu'il y a aussi une pression de ce monde de la grande distribution qui veut des prix toujours plus bas et qui donc impose, pour elle en tout cas, pas pour nous, et qui donc impose des conditions de production toujours plus basses et toujours à des conditions inférieures. Deuxième misère pour le monde de l'entreprise, parce qu'il ne suffisait pas, la grande distribution a inventé un concept qui s'appelle les MDD, vous avez certainement entendu parler, MDD, les 3 lettres, ce qui veut dire marque de distributeur. Vous avez sans doute remarqué que quand vous allez en hypermarché, les produits qui tombent sous votre main, comme par hasard, toujours à portée de vos mains, toujours à portée de vos yeux, ce sont toujours des produits aux couleurs du distributeur. Vous allez chez Leclerc, mais ce sera des produits Leclerc, vous allez chez Carrefour, ce sera des produits Carrefour, etc. Et que si vous voulez des chips, vous verrez que les chips, ça sera des produits aux couleurs du distributeur. Si vous voulez une marque connue, Flodor ou une autre, peut-être pas Flodor, j'ai l'impression, parce que bon, mais en tout cas, une autre marque, eh bien, vous verrez que vous devrez faire un effort de vous pencher très bas, de vous lever sur la pointe des pieds très haut, mais en tout cas de faire un effort pour attraper un produit qui est autre chose qu'une marque de distributeur. L'idée, c'est quoi? C'est de dire aux fournisseurs, voilà, vous êtes bien gentils, vous nous vendez vos produits, on les aime bien, mais on va vous demander encore plus de produits. Vous allez nous vendre les mêmes conditions, mêmes produits que vous allez mettre dans nos emballages cette fois. Dans nos emballages, à nos couleurs, mais comme votre chocolat est excellent, le consommateur va l'apprécier aussi, même s'il y a marqué Leclerc, Carrefour, Auchan ou Intermarché. Mais comme vous n'aurez pas d'effort pour défendre vos marques, pour soutenir vos marques, pour les entretenir, pour faire de la publicité et autres, vous allez bien sûr nous les vendre beaucoup moins cher. Et nous, on les vendra un petit peu moins cher aux consommateurs. Donc, on va encore gagner beaucoup plus de sous puisque nos marges seront encore plus importantes sur ces produits. Et l'idée est toute simple, c'est de faire en sorte que de 20% de marques de distributeurs qui sont aujourd'hui sous vos yeux dans les hypermarchés, supermarchés, on arrive à 40% de produits qui sont aux couleurs de nos hypermarchés, supermarchés préférés. Ce qui veut dire, encore une fois, une pression accrue, bien sûr, sur le monde de l'entreprise, sans prendre conscience que derrière l'entreprise, encore une fois, il y a des femmes, il y a des hommes, et il y a des gens qui essayent d'assurer leur avenir dans des conditions de plus en plus précaires. Ces petites marques de distributeurs sympathiques, ça représente quand même 30 milliards d'euros, ce qui veut dire quand même 200 milliards de francs. Vous voyez que c'est pas tout à fait négligeable, et que ça représente aussi des conditions de bénéfices et de surbénéfices très importants pour nos grands distributeurs préférés. Cette grande distribution, et je vais aller vite, je vous l'ai dit, donc un impact sur le commerce, un impact sur l'artisanat, l'agriculture, l'industrie, a aussi un impact sur l'environnement. Greenpeace est là, est représenté, donc je pense que tout à l'heure ils font certainement une intervention, donc je ne m'étends pas trop là-dessus, mais c'est sûr que la grande distribution a amené le suremballage, bien entendu. Parce que vous êtes en libre service, il y a un risque d'abîmer le produit, il y a un risque aussi, il faut être très clair, de vol, etc. Donc quand on vous vend une petite cassette audio qui fait 8 cm, eh bien on met un gros emballage de 40 cm, bien épais, bien gros, de façon à ce que personne ne soit tenté de glisser ça dans la poche. Quand on vous vend des pommes ou des tomates, eh bien on met des barquettes en polystyrène, on met du film, on met des protections, de façon à ce que quand vous achetez vos tomates, elles aient à peu près un aspect quand même acceptable, et donc on protège, on surprotège, on emballe, on suremballe. Je dois vous avouer une chose, je suis pas très fier de ça, mais à l'époque j'étais un peu naïf, un peu jeune. Mon premier emploi a été un emploi dans la grande distribution, pas longtemps, un mois, mais quand même. L'époque où j'étais étudiant, et à l'époque, c'était une époque encore où on rachetait, vous en rappelez sans doute, les verres vides. Et pendant donc un mois d'été, eh bien moi je rachetais des bouteilles vides, des bouteilles d'Évian, de Coca, de tout ce que vous savez, donc Perrier et autres. Et la grande distribution, à l'époque, mais pas longtemps, payer des gens comme moi, parce que moi je remplaçais quand même quelqu'un dont c'était le poste fixe toute l'année, quelqu'un donc qui toute l'année rachetait des bouteilles de Perrier, de Badois ou de vin. Et très vite, les grands distributeurs se sont dit, on va quand même pas payer des gens pour acheter des verres vides et racheter des verres recyclés, c'est stupide, ça nous coûte de l'argent et nous ça nous intéresse pas. Et donc il a imposé le verre perdu, l'emballage perdu. Et aujourd'hui, c'est à nous consommateurs de payer non seulement pour le produit, non seulement pour l'emballage perdu, mais en plus de payer pour bien sûr bien recycler des emballages comme ça que nous produisons de plus en plus nombreux chaque jour davantage. Ça a entraîné aussi bien sûr un besoin de froid, de chaîne du froid, etc. Ça entraîne aussi un volume de circulation automobile extraordinaire, puisque les gens n'hésitent pas à faire des 30 ou 40 km pour s'approvisionner dans les grandes surfaces, c'est en tout cas ce qui a été mesuré. Et quand la Chambre de commerce de Paris a fait une étude d'impact pour savoir ce qu'il en serait de l'implantation d'un carrefour à Aubervilliers, le fameux 52 000 m², dans une commune communiste, mais ça c'est entre parenthèses,
Eh bien, c'est assez marrant, c'est amusant parce que c'est qu'il n'y a pas plus symbole de l'ultracapitalisme que la grande distribution, et c'est assez étonnant de voir que c'est dans les communes de gauche qu'on trouve le meilleur débouché pour ces hypermarchés. Enfin, ça c'est un petit détail, mais je pense qu'on sera amené à revenir aussi. Et donc, tout ça pour dire qu'on a la Chambre de commerce de Paris, avec les écologistes et les élus verts de Paris, ont fait une étude d'impact et se sont rendus compte que cet hypermarché allait entraîner non seulement un flux de camions, bien sûr, pour acheminer les marchandises, mais aussi un flux de consommateurs aux heures de pointe de quand même 3500 véhicules heure sur le périphérique pour le seul carrefour donc implanté sur le bord de ce périphérique. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire les soirs de matchs de foot, sachant que c'est à quelques encablures du grand stade. C'est assez intéressant comme démarche. Donc ça, je ne parle pas bien sûr d'urbanisme commercial, parce qu'ils appellent ça urbanisme, je ne parle pas non plus de dégradation du paysage. Quand on voit ce que sont les abords de nos villes, je me déplace beaucoup, comme tu l'as dit, un peu partout en France, et où qu'on aille aujourd'hui, eh bien on a l'impression que c'est au même endroit, c'est assez sympathique, puisqu'on voit les mêmes hyper, les mêmes Saint-Maclou, les mêmes magasins partout en France, et donc effectivement on n'est pas dépaysé, ça sur ce plan-là, il n'y a pas trop de soucis. Ça a donc quand même un impact sur l'environnement, et je pense qu'on sera amené tout à l'heure à y revenir. Alors, juste une parenthèse quand même, quand on dit que ça touche le monde industriel, ça touche même les plus grands, puisque vous savez sans doute, ou pas, parce que ça on a passé sous silence, que le pétrolier Shell, qui est quand même pas tout à fait une PME, comme vous le savez, a décidé en France de jeter l'éponge et de quitter le territoire national, parce qu'il estime qu'il ne peut plus être en concurrence avec les distributeurs, tant la concurrence est violente, et donc va vendre pratiquement l'essentiel de ses stations-service, et qui passeront bien sûr sous la bannière, vous l'avez compris, des grandes surfaces. Avec une idée toute simple, c'est de casser les prix dans un premier temps, et puis une fois bien sûr que la concurrence aura disparu, bien sûr de rétablir les prix comme ils ont su le faire pour d'autres produits. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'industrie, on parlait de pays où la vie est moins chère socialement et moins disant. Il faut quand même que j'illustre un tout petit peu, enfin vous avez tous, j'imagine, en tête ou pas, en tout cas les chiffres du collectif de l'éthique sur l'étiquette, qui a fait une étude, vous le savez sans doute, pour essayer de comprendre comment se décompose le prix d'une paire de chaussures, d'une paire de Nike. Vous savez, ces paires de chaussures qui affectionnent particulièrement les jeunes. Et ils ont vu que sur une paire de Nike à 100 euros, si on dit en euros, ce qui veut dire 655 francs pour le traduire en francs, eh bien il y avait là-dessus 40% qui revenait au distributeur, c'est-à-dire que quand un hypermarché reçoit une paire de Nike à 8 heures, qu'il l'a mis à 8h01 sur ses rayons et qu'il l'a vendu à 8h02, eh bien il a gagné 40%, ce qui veut dire 40 euros, ce qui veut dire aussi 261 francs sur une paire de Nike à 655 francs. Alors, la deuxième question, c'est combien revient là-dessus aux salariés et à ceux qui ont dû travailler pour faire ces paires de chaussures. Alors, j'imagine que vous avez une petite idée, mais l'ensemble des salaires, l'ensemble des charges sociales, l'ensemble des salaires et charges sociales pour l'ensemble des gens qui ont travaillé sur ces paires de Nike, c'est très exactement 1,72%. 1,72 euros, ce qui veut dire ramener en francs 11,28 francs sur 655 francs qu'a pu coûter la paire de chaussures. Vous voyez que c'est quand même intéressant, ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de comparaison possible, ce qui veut dire que c'est évidemment une prime aux délocalisations, encore une fois, et une prime à vraiment un pays sans plus aucune industrie, plus aucune usine, si ce n'est que des usines automatiques, mais en tout cas des usines sans humains, c'est en tout cas ce que l'on nous promet. Baisse d'impôt ou pas, mais en tout cas ça sera ça. Alors, on me dit parfois, vous êtes bien gentil, mais quand même la grande distribution permet quand même à certaines PME françaises du fin fond du terroir d'accéder à des marchés auxquels elles n'auraient pas accès. Et il y a un journal dans la région parisienne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Le Parisien, qu'on trouve aussi en province sous le titre d'Aujourd'hui en France, et qui aime bien quand même la grande distribution, mais ça c'est un petit peu en général le lot des quotidiens, souvent ils aiment bien quand même, et donc qui a fait une petite enquête sur Carrefour qui ouvrait des hypermarchés en Chine, et qui expliquait que c'était formidable, d'abord parce que Carrefour est une entreprise française, donc bleu, blanc, rouge, donc qui va s'implanter en Chine, c'est merveilleux, cocorico, et puis aussi grâce à Carrefour, et bien qui s'implante en Chine, on va comme ça permettre à des jolies PME françaises d'aller distribuer leurs produits dans des pays auxquels elles n'auraient pas accès. Et là on prenait l'exemple d'une entreprise française, donc en province, qui fabrique des sous-vêtements féminins, petite entreprise qui a une quarantaine, je crois, de salariés, pas beaucoup plus, et on interviewait le chef d'entreprise qui disait c'est formidable, grâce à Carrefour, je vais pouvoir vendre des sous-vêtements aux Chinoises, etc., partout dans le monde, au Brésil et ailleurs, et donc vous voyez que ça permet effectivement de développer l'industrie française. Et donc le journaliste disait c'est formidable, merveilleux, cocorico, encore une fois, non seulement Carrefour vend à l'étranger, mais en plus, vous voyez, ça permet à nos PME de fonctionner fort bien.
Et le chef d'entreprise disait quand même, voilà, ça permet donc bien sûr de valoriser l'image française. Et puis il disait aussi, si ce test réussit, il faudra alors non plus exporter, mais produire sur place. Et dans ce cas-là, évidemment, ça veut dire fabriquer en Chine, ce qui nous permettra d'économiser sur les frais de transport, ça on le comprend bien, de main-d'œuvre, ça je crois qu'on n'avait pas trop mal compris non plus, et puis les droits de douane évidemment, et de vendre notre lingerie 20 à 30% moins cher, peut-être beaucoup moins cher. C'est vraiment très intéressant, puisque donc ça permettra évidemment des débouchés plus importants. Mais ce qu'on oublie de poursuivre dans l'entretien, c'est de dire, mais au fait, une fois que vous allez fabriquer en Chine sur place, des soutiens-gorge, etc., est-ce que le risque n'existe pas que, ayant transféré votre savoir-faire, eh bien dans le fond, l'usine ici en France, elle ne sert plus à grand-chose, et que les soutiens-gorge fabriqués en Chine nous reviennent ici dans nos magasins, que finalement, loin de favoriser l'industrie française, cette démarche de Carrefour est au contraire permis d'accélérer un petit peu la délocalisation. Mais ça, on a oublié de poser la question, donc on n'a pas la réponse, mais on a une petite idée quand même si on réfléchit un tout petit peu. Quel a été le rôle des politiques maintenant dans l'essor de cette grande distribution? Parce que je vous l'ai dit, et là je vais fâcher un petit peu, mais cette grande distribution, ce modèle en tout cas que je décris est un modèle franco-français, ça n'existait nulle part ailleurs au monde, puisqu'aujourd'hui ce modèle s'exporte et s'exporte fort bien. Et donc ce modèle aujourd'hui est en train de s'imposer partout dans le monde entier. On l'a dit au début, si cette grande distribution a pu voir le jour, c'est à cause d'une inflation très forte au sortir de la guerre, dans les années 50, à cause du marché noir, une image qui a collé très très longtemps au monde du commerce, au commerce indépendant, il faut bien le reconnaître. Il y a eu des pratiques, c'est vrai, pas forcément généralisées, mais en tout cas ça a été quelque chose qui a collé. À cause aussi du nombre d'intermédiaires, à l'époque on nous a dit il y a trop d'intermédiaires, entre 10 à 12 je vous le rappelle, sans se soucier que derrière les intermédiaires il y avait aussi des salariés, des gens qui travaillaient, que ça faisait travailler beaucoup de monde, qu'il y avait des commerciaux qui se déplaçaient, qui allaient à l'hôtel pour dormir, qui mangeaient le midi au restaurant, qui se déplaçaient avec des voitures qui étaient entretenues par des garages, etc. Donc il y avait toute une chaîne économique qu'on interrompait, mais ça on l'a vu beaucoup plus tard. Et puis aussi bien sûr des habitudes de consommation différentes, avec un consommateur qui se retrouve avec des véhicules qui lui permettent effectivement d'aller acheter beaucoup plus loin, qui permettent d'acheter des quantités importantes de marchandises, et puis le réfrigérateur bien sûr qui est rentré dans les foyers, et qui a permis donc de stocker en quantité importante les marchandises achetées dans des quantités elles aussi importantes. Et puis j'ai dit tout à l'heure qu'on s'est quand même étonné, et qu'on a essayé de comprendre comment ce Leclerc avait pu faire pour casser ses prix de 20-70%, 20-70 avec un petit 50 mètres carrés. 50 mètres carrés c'est quand même pas bien grand, même s'ils vendaient beaucoup, casser les prix de 50 voire 70% c'est quand même énorme. Alors, aujourd'hui évidemment ça dit pas grand chose, mais si je vous dis qu'à l'époque la télévision s'est déplacée en Bretagne, à Landerneau, pour voir Leclerc, un petit épicier sur 50 mètres carrés, c'était quand même un événement. La télévision, vous savez à l'époque c'était Paris, c'était centralisé, il n'y avait pas d'agence régionale, il n'y avait pas d'antenne, etc. Donc des équipes de télévision, 5 colonnes à la une, sont allées voir qu'est-ce que c'était, quel était le secret de cet épicier de Landerneau. Percer le secret de l'épicier de Landerneau. Et personne n'a jamais compris comment il faisait pour casser ses prix. Sauf que, quelques années plus tard, on a compris, évidemment, que le pouvoir politique en place à l'époque, qui commençait à se soucier de la faiblesse du pouvoir d'achat des consommateurs, qui commençait à râler un petit peu, évidemment, avait exercé une pression énorme sur le monde des fournisseurs, sur le monde de l'agroalimentaire, en disant vous allez, en demandant pas voulez-vous bien livrer, mais vous allez livrer ce nouvel épicier, vous allez casser vos prix, lui livrer à des conditions préférentielles, et puis comme lui va casser les prix à son tour, eh bien ça va relancer la consommation, d'autres épiciers vont se sentir obligés de casser à leur tour leurs prix, et donc comme ça on va remettre les gens au travail, on va refaire tourner nos usines, la consommation va repartir, et donc tout le monde va être gagnant, vous industriel puisque vous allez vendre en quantité importante, le commerçant bien entendu puisque lui va se rattraper sur la quantité, et puis le consommateur bien sûr sera content puisque lui va retrouver du pouvoir d'achat. Puis l'homme politique très heureux puisque dans le fond il satisfait tout le monde, et comme ça il a des fortes chances d'être réélu, donc tout va bien pour lui également. Ça, c'est donc ce qui s'est passé dans les années 55-60, bien sûr à l'insu de tout le monde. Et puis, donc, nos hyper-supermarchés, comme j'ai dit, ont proliféré, ont prospéré d'une façon telle qu'on est arrivé, nous Français, à avoir un territoire maillé comme aucun pays au monde, puisqu'on est encore une fois les champions du monde en termes de maillage et de densité d'hypermarchés, de supermarchés sur notre territoire. Jusqu'au moment où vous vous rappelez, à l'époque, bien sûr, la droite était au pouvoir. La droite avait une clientèle un peu privilégiée, deux clientèles privilégiées, qui étaient d'abord les petits commerçants, on appelait les petits commerçants qui traditionnellement votaient plutôt à droite, par habitude, par tradition, peut-être plus. Et puis aussi, il faut bien le reconnaître, une grosse partie du monde paysan, du monde agricole, qui lui aussi votait traditionnellement à droite.
Et la droite a commencé à s'émouvoir en disant les petits commerçants bougent beaucoup. Vous vous rappelez sans doute, c'est l'époque du Silunati, c'est l'époque de Gérard Nicou, à une époque où il y avait des batailles de rue quasiment toutes les nuits, tous les soirs, des préfectures, des sous-préfectures incendiées, et où l'homme politique a commencé à se dire mais si je me mets à dos les petits commerçants, je risque de me retrouver avec une force électorale qui va m'échapper, et donc ça va me poser quelques soucis quand même aux prochaines élections. Et donc en 1973, le ministre du Commerce et de l'Artisanat fait voter une loi importante qui s'appelle la loi Royer, vous vous rappelez sans doute que c'était Jean Royer à l'époque, maire de Tours, qui fait voter une loi très importante qui avait pour vocation en tout cas de stopper l'hégémonie des grandes surfaces. Cette loi dit tout simplement, eh bien maintenant on va, pas interdire, mais soumettre à autorisation toute nouvelle implantation de grandes surfaces, et chaque fois que quelqu'un décidera d'implanter un hypermarché, en tout cas une surface de vente de plus de 1000 mètres carrés, eh bien, il faudra soumettre à autorisation. On sera très sévère, on va être très méchant, et donc plus aucun dossier ne passera. Donc c'est terminé, la grande distribution, on a fait le plein, on n'en veut plus. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant quelques années. On peut dire que cette loi a été efficace, puisque pendant quelques années, il y a eu vraiment un coup de frein à l'hégémonie des grandes surfaces. Et puis, en 1980, vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu un événement politique. Un certain François Mitterrand est arrivé aux affaires, dans les deux sens du terme d'ailleurs, enfin on va garder le meilleur peut-être. Et avec le candidat Mitterrand, aussi à l'époque, les fameuses 110 propositions. Vous savez, c'était une époque où les hommes politiques, en tout cas celui-là, avaient décidé de proposer un programme aux électeurs en disant « si vous m'élisez, eh bien voilà ce que je ferai pour la France ». Son héritier, depuis, a trouvé d'autres techniques. Il vous a dit, voilà, regardez comme je fais bien du vélo sur l'île de Ré, et vous verrez comme je serai un bon président pour vous. Mais à l'époque, en tout cas, le candidat Mitterrand avait donc 110 propositions, et parmi celles-ci, un certain nombre de propositions très intéressantes, comme la peine de mort, etc., la suppression, et bien d'autres choses. Et parmi ces propositions du candidat Mitterrand, une loi sur la décentralisation, dont vous avez tous entendu parler, les fameuses lois de Deffer, qui reviennent à la mode d'ailleurs avec Raffarin. Mais à l'époque, on disait, voilà, il n'est pas logique que des décisions qui concernent Aubagne, qui concernent Marseille, qui concernent Lille ou Bordeaux soient prises à Paris. Il est logique qu'on redonne du pouvoir dans les régions, il est logique que les gens puissent assumer leur propre destinée, et donc on va redonner du pouvoir dans les régions, ce qui paraissait partir d'une très bonne intention. Il a juste oublié une petite chose, c'est d'organiser quand même certains contre-pouvoirs, et oublié sans doute, par ces lois de fer en 83, qu'en 1973, 10 ans plus tôt, on avait voté les lois de fer qui soumettaient à autorisation l'implantation de grandes surfaces. Ce qui fait que d'un seul coup, nos chers élus, nos hommes politiques se sont retrouvés avec un pouvoir extraordinaire de droit d'existence sur toute nouvelle implantation d'hypermarchés, de supermarchés. Et malheureusement est arrivé ce qui devait arriver évidemment, les caisses des partis politiques avaient besoin de beaucoup de sous, pas forcément seulement, et donc eh bien, les hommes politiques ont commencé à monnayer l'implantation d'hyper, super, avec des taux de péage assez importants, puisque ça avait commencé quand même, il faut reconnaître, avec Giscard d'Estaing. Sous Giscard, tout à fait à la fin de son règne, on parlait déjà de 6 millions de francs pour un hypermarché. Puis, sous le règne de François Mitterrand, on est arrivé à 8 millions, puis à 10 millions, 12 millions, pour arriver quand même à des péages de 20 millions de francs pour un hyper à la fin quand même de son parcours politique, malheureusement. Et puis, j'allais dire, et c'est pas mon discours tous pourri, loin s'en faut, vous le comprendrez sans doute, mais malheureusement, comme la droite avait le bâtiment et les travaux publics, il se trouve que la gauche a trouvé que la grande distribution avait beaucoup de vertus, non seulement était très généreuse, d'abord dans les caisses des hypermarchés, il y a beaucoup de billets de banque, et puis ensuite, autre avantage, ça a quand même une image très populaire, très sociale. L'hypermarché, c'est le magasin de la veuve et de l'orphelin, donc vous voyez qu'on fait d'une pierre deux coups, non seulement on met des sous dans les caisses du parti, puis en plus on fait plaisir aux plus déshérités, donc vraiment il y avait tout à gagner en favorisant ce type de grande surface. Et donc on est arrivé à un système où Michel-Édouard Leclerc lui-même, qui n'est pas tout à fait un gauchiste, a écrit dans un livre qui s'appelle La Fronde des caddies, qu'on ne trouve plus bien sûr aujourd'hui en librairie, n'essayez pas de le trouver, vous ne le trouverez pas, a écrit que dans plus d'un cas sur deux, il n'a pas dit dans un cas sur deux parce que c'est quand même quelqu'un de bien élevé, il a dit dans plus d'un cas sur deux, il y a eu corruption politique pour l'implantation d'une grande surface. Et à partir de là, évidemment, on est parti dans une dérive totale où chaque homme politique, chaque élu, a décidé d'accueillir sur son territoire eh bien, un hyper, un super, etc. Avec entre autres avantages quand même, il faut bien le dire, eh bien, c'est en plus des taxes professionnelles et en plus une bonne image, puisqu'à chaque fois on nous dit qu'il y a création d'emplois, donc finalement, vous voyez qu'on gagne à tous les coups. Des députés, donc, qui font, nos députés d'ailleurs, qui font un travail extraordinaire
exemplaires, il faut bien le reconnaître, ont décidé dès 1993 d'étudier ce phénomène de la grande distribution. On commençait à se dire, en 93 déjà, on commençait à se dire, mais cette mondialisation, qui portait pas ce nom-là à l'époque, on n'avait pas appelé comme ça, va détruire véritablement nos entreprises, et la grande distribution est un des éléments accélérateurs de cette mondialisation. Alors un député de droite, qui est député RPR, donc un certain Jean-Paul Charrier, dont vous avez peut-être entendu parler, a décidé de réunir une commission d'enquête parlementaire avec des députés, toutes tendances confondues, UDF, communistes, socialistes, en disant c'est pas un problème politique, ça concerne tout le pays, et il faut vraiment qu'on se mette tous ensemble autour d'une table, qu'on travaille sur ce phénomène grande distribution, parce que ça va envoyer vraiment tout le monde dans le mur, et qu'on va vraiment détruire l'ensemble de l'emploi, on est tous concernés par ça. Et donc tous ces députés, 150 députés quand même, c'est énorme, ont décidé de faire un travail exemplaire, de produire un premier rapport qu'on a connu donc sous le nom de rapport Charrier, c'était le premier, et de façon à ce que des lois soient votées à l'Assemblée nationale pour essayer de mettre un coup d'arrêt à ces pratiques. Inutile de dire que, alors encore une fois, je le redis, mais c'est vrai, je le pense, nos députés font un travail énorme, quel qu'il soit, mais malheureusement, ces rapports restent souvent sur des étagères ensuite, et il n'y a pas forcément de suite donnée. Quand il s'agit de légiférer, il n'y a plus grand nombre, donc ça sert souvent pas à grand-chose. Ce rapport est donc de 93, et voyant que rien ne se passait, Charrier, encore une fois, avec encore une fois 150 de ses copains députés, toutes tendances confondues, ont décidé de commettre un deuxième rapport, beaucoup plus documenté encore, le premier était déjà beaucoup plus incisif, en disant, je vous assure, faites quelque chose parce qu'on va dans le mur. Et donc, la droite était donc revenue au pouvoir et aux affaires, comme vous le savez, donc, et donc deux secrétaires d'État décident de s'emparer du sujet. L'un d'eux s'appelle Galland, vous avez peut-être entendu parler, fait voter les fameuses lois Galland qui avaient pour objet de réguler les relations entre les fournisseurs et les distributeurs et de remettre un peu d'équité, un peu de loyauté entre donc les fournisseurs de la grande distribution et puis les centrales d'achat. Et puis un deuxième secrétaire d'État, pas connu du tout celui-là, un jeune loup qu'on appelle Jean-Pierre Raffarin, oui c'est bien ça, vous avez peut-être entendu parler de lui aussi maintenant, vous connaissez, qui en 96 était beaucoup moins connu, et qui lui est secrétaire d'État donc à la consommation et au commerce et l'artisanat, et qui fait voter les fameuses lois Raffarin. Raffarin est quelqu'un, pour parenthèse, qui connaît bien le monde de la grande distribution, pour l'avoir pratiqué de très près, puisque vous le savez sans doute, dans le milieu, on l'appelle le gringo de chez Jacques Vabre. Raffarin était quelqu'un qui vendait du café Jacques Vabre aux centrales d'achat, qui donc a dû passer par ce référencement et toutes ces pratiques, qui connaît certainement si bien que moi, si ce n'est mieux que moi. Ce qui veut dire, tout ça pour vous dire que si le Premier ministre ne prend pas de décision, c'est pas parce qu'il ne sait pas. C'est une parenthèse. Et donc Raffarin dit, voilà, en 96, il y avait des lois Royer, on a soumis à autorisation avec des commissions départementales, commissions nationales, l'implantation de grande surface à toute implantation supérieure à 1000 mètres carrés. Eh bien moi, Jean-Pierre Raffarin, je vais faire beaucoup mieux, je vais être beaucoup plus méchant, et je vais donc soumettre à autorisation toute implantation de plus de 300 mètres carrés. Le mécanisme, je ne vais pas vous l'expliquer dans le détail, mais il faut juste savoir qu'il y a deux types de commissions. Une commission départementale qui siège donc en région avec des consommateurs, des élus, chambres de commerce, etc., des commerçants. Et puis, et malheureusement, une commission nationale qui est placée sous l'autorité du ministre du Commerce et qui a un statut en dernier ressort. Ce qui veut dire que quand on nous parle de démocratie, c'est sympathique, mais quelles que soient les décisions prises en région, si au niveau national on décide de faire passer les dossiers, vous l'avez bien compris, on les fait passer. Le hasard veut que depuis Valéry Giscard d'Estaing, le ministre qui est, comme par hasard, ou secrétaire d'État qui est aux manettes et qui décide, est aussi souvent quelqu'un qui est soit le trésorier du parti, soit très proche, comme par hasard. Évidemment, ce qui arrange quand même bien les affaires. Pardon. Et donc, Raffarin donc, fait voter cette loi Raffarin, qui a eu quelques effets sympathiques qui sont intéressants quand même, et ça va vous servir aussi pour vous faire une petite opinion de ce que peut vous promettre notre cher Premier ministre, mais quand même, en 96, la loi est votée, on nous dit coup d'arrêt, et en 96, on autorise quand même 700 000 mètres carrés nouveaux de grande surface. Mais ça c'est rien, parce qu'en 97, on autorise 1 100 000 mètres carrés, en 98, on autorise 1 700 000 mètres carrés, en 99, 2 500 000, et l'année 2000, on franchit le cap des 3 millions de mètres carrés, cap sur lequel maintenant nous sommes, c'est la moyenne, donc en 2001, 2002, on est dans une logique de 3 millions de mètres carrés en plus chaque année. Donc vous voyez que l'efficacité de la loi, c'est pas tout à fait démontré, mais bon, s'il restait comme ça, il y a quand même quelques cheveux à se faire, mais bon, on peut espérer que ce sera pas pareil quand même. Quoique.
Alors ensuite, la droite est poussée dehors, vous vous en rappelez, la gauche revient aux commandes avec un certain Jean-Yves Le Déaut, député socialiste, qui avait travaillé avec Jean-Paul Charrier, reprend en main la commission Charrier et dit nous on revient aux affaires et donc on va aussi faire un rapport très documenté qui sera la suite des deux rapports Charrier. Charrier bien sûr a collaboré à ce rapport comme Le Déaut avait collaboré aux deux premiers et donc ces 150 députés à nouveau disent il faut vraiment qu'on arrête ça parce que nous socialistes on est quand même des gens qui prenons soin du social, des salariés, qui avons vraiment une grande ambition pour le pays, et donc il faut qu'on fasse quelque chose contre les pratiques de la grande distribution. Le rapport Le Déaut est donc déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale en 2000, ce qui permet à Lionel Jospin donc de faire voter les lois de régulation économique dont vous avez tous entendu parler. Me demandez pas de vous les décrire ce soir, ça ne servirait pas à grand chose puisqu'il n'y a pas grand chose dedans, donc on peut aller très vite là-dessus aussi. Ce qui veut dire que quand même, je caricature mais à peine, de 73 en passant par 83, en passant par 95, 96 et aujourd'hui 2003, en 30 ans de législation, on voit bien que rien n'a été fait, rien n'a changé en tout cas, pour arrêter les pratiques de la grande distribution, puisqu'on est toujours au même stade, que ces marges arrières se multiplient et évoluent de façon vraiment exponentielle, et que les mètres carrés de grande surface sont aussi nombreux et plus que jamais. On a encore un petit souci en plus qui vient se greffer à tout ça, c'est que vous avez sans doute entendu parler de l'OMC, bien sûr, Cancun, etc., et de la GCS, l'accord général sur le commerce des services. Je ne sais pas si tout le monde en a tout à fait entendu parler. Je vous fais donc une toute petite parenthèse. Vous connaissez l'OMC. L'OMC, c'est l'endroit où se décide notre avenir. C'est un endroit formidable. Donc, ce sont des transnationales qui se réunissent dans le plus grand secret avec nos élus, et puis qui décident en secret que le libéralisme, il n'y a vraiment rien de mieux au monde, et que donc c'est l'avenir de la planète. Bon, je vous renvoie au discours de Pascal Lamy, Jean-Pierre Raffarin, etc. Qui encore lui, décidément. Et donc la GCS, c'est un accord général sur le commerce des services qui a pour objet de libéraliser et de faire passer dans le domaine privé l'ensemble des services publics. Ça veut dire la santé, ça veut dire l'eau, ça veut dire l'éducation, ça veut dire qu'on a, et ce sont des rounds comme celui de Cancun, donc, qui reviennent régulièrement jusqu'à la libéralisation totale de l'ensemble des services, hormis ce qu'on appelle les services régaliens, c'est-à-dire la police, la justice et l'armée. Ce qui est d'ailleurs pas tout à fait vrai, puisqu'on se rend compte que la police aujourd'hui, pour une grosse partie, est déjà privatisée, police municipale, services de sécurité en tout genre, etc., et que, y compris la justice aujourd'hui, par le biais de l'arbitrage, se trouve dans bien des cas aussi privatisée. Mais admettons. L'idée, c'est en tout cas de faire en sorte que tous les secteurs puissent un jour à court terme, être privatisés. L'idée, elle est simple, c'est de dire, voilà, à partir du moment où un secteur d'activité, quel qu'il soit, éducation, santé, peu importe, a face à lui un seul opérateur, même tout petit, qui est un opérateur privé, eh bien ça veut dire qu'on peut privatiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la France a fait le choix de la santé publique et que malgré tout il y a à côté de la santé publique quelques cliniques privées, ça veut dire qu'un opérateur privé comme Microsoft, comme General Motors, Ford ou un autre, peut décider demain de venir monter des hôpitaux en France. Et qu'on ne pourra pas lui refuser parce que l'OMC, on ne peut pas lui refuser grand-chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que refuser à General Motors ou à Microsoft de monter des hôpitaux, c'est lui devoir des sommes, des pénalités colossales que l'État français, de toute façon, ne pourrait pas payer. Ça veut dire que ce Microsoft va dire à l'État français, voilà, vous donnez des sous aux hôpitaux publics, eh bien je veux la même chose. Je veux la même chose, vous financez le public, vous devez financer le privé, vous donnez tant à vos hôpitaux, vous donnez tant à vos facultés, je veux la même chose. Et vous ne pouvez pas me refuser. Si vous me refusez, ça va être des sanctions pécuniaires colossales. Ça veut dire, vous l'avez compris, que l'État ne pourra pas suivre. Ça veut dire que la seule voie possible, c'est de dire, bah ok, on jette l'éponge, et donc on privatise, les hôpitaux deviennent privés, l'éducation devient privée, l'eau devient privée, il n'y a pas d'autre voie possible. J'invente rien, c'est l'OMC, c'est Cancun, etc. Je referme la parenthèse sur la GCS, mais cette GCS s'applique aussi à la grande distribution, et l'idée, c'est de dire, eh bien, il faut pouvoir permettre de nous laisser faire des affaires comme on le veut, là où on le veut, sachant que le business, eh bien, permet de créer le bonheur dans le monde entier. Donc plus on fera d'affaires, plus finalement les plus humbles et les plus malheureux finalement s'y retrouveront aussi. Donc laissez-nous donc faire notre commerce mondial. La grande distribution dit voilà, la GCS, ça m'intéresse fortement. Et j'aimerais aussi, j'ai quelques exigences. Ça veut dire que chaque pays, je ne sais pas si vous le savez, il y a des rounds. Je vais encore être désagréable, mais celui qui négocie pour nous, celui qui négocie pour l'Europe, vous le connaissez, c'est Pascal Lamy, commissaire européen socialiste, en tout cas labellisé comme tel. Mais en tout cas, c'est donc un socialiste qui est aujourd'hui en train de libéraliser complètement l'ensemble des services publics européens pour ce qui nous concerne.
Donc les pays ont fait des offres tout récemment, ils avaient jusqu'au 31 mars 2003 pour faire des offres, c'est-à-dire voilà, moi je vous offre le service de l'eau, je vous offre de libéraliser l'eau, et puis je demande à tel pays de libéraliser sa santé, de libéraliser son commerce, de libéraliser d'autres secteurs d'activité. La grande distribution dit voilà, moi j'aimerais qu'on lève quelques contraintes. J'ai quelques contraintes qui me gênent. D'abord ces contraintes d'implantation. On voit pourtant que la loi Raffarin n'est pas forcément si contraignante qu'on nous le dit, mais enfin quand même, je veux pouvoir implanter des hypermarchés là où je l'entends. Les écologistes me cassent les pieds, ils disent qu'il y a des sites protégés, qu'il y a des forêts et tout ça, mais moi je trouve qu'à tel endroit, un hypermarché ferait bien l'affaire, et donc il n'y a plus d'histoire de protection, il n'y a plus d'histoire de contraintes, aucune loi ne peut dominer celle du commerce, celle du business, et donc je veux pouvoir implanter mes hypermarchés là où je l'entends. Et puis elle me dit aussi, voilà, aujourd'hui c'est la mondialisation, c'est la globalisation, et donc je veux pouvoir recruter des gens là où je l'entends, comme je l'entends. Ça c'est le principe même de la GCS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux pouvoir recruter des caissières, recruter des gens qui vont mettre des produits en rayon, dans leur pays d'origine, aux conditions sociales d'origine et avec les salaires minimums de leur pays d'origine. Si je décide demain d'embaucher des caissières pakistanaises, sri-lankaises ou autres, eh bien, il n'y a pas de raison que je les paye plus que le salaire minimum et les minima sociaux et les conditions sociales ou non-conditions sociales de leur pays d'origine. Alors on dit oui d'accord, on veut bien ça, mais quand même on veut mettre une petite contrainte qui sera de ne pas autoriser des contrats de travail de plus de 6 mois. Avec quand même un petit adoucissement qui permet de renouveler au moins 2 fois le contrat de travail, ce qui veut quand même dire 18 mois. Et puis, ce qui veut dire aussi que la fille sri-lankaise, indienne ou je ne sais où, pakistanaise, qui sera recrutée dans ces conditions, au bout de 18 mois, on lui dira, bah non, désolé, la loi nous interdit. Mais vous pouvez très bien nous quitter, nous Carrefour, pour aller chez Intermarché, pour aller chez Auchan, pour aller ailleurs, et puis bien sûr circuler comme ça un peu partout en Europe, où d'autres évidemment vous recruteront dans ces conditions. C'est pas tout à fait de la fiction, vous savez sans doute qu'on est très fiers de ce merveilleux paquebot que la France vient de lancer tout récemment, et vous savez aussi que pour travailler sur ce paquebot, on a fait appel à une main-d'œuvre indienne, à des ouvriers indiens qui ont dû se cacher sur le chantier naval, qui n'avaient pas le droit de sortir en ville, auxquels on a retiré bien sûr leurs papiers et qui travaillaient quand même des 60-70 heures par semaine pour un petit peu moins de 300 € par mois. Ça on ne le dit pas beaucoup, mais c'est quand même dévoilé. Je vous invite d'ailleurs à lire un dossier sur les nouveaux esclaves qu'a publié Marianne cette semaine. Dépêchez-vous parce que lundi il y a un nouveau numéro qui sort, mais en tout cas ce numéro est encore en vente et qui montre tous ces nouveaux esclaves, que ce soit dans les centres d'appel, dans les hypermarchés, puisqu'on parle là aussi des caissières d'hypermarchés, et puis aussi sur la construction de ce bateau, mais je ferme la parenthèse. Cette HCS, donc, c'est une exigence mondiale des transnationales, la grande distribution, comme d'autres y viendra. Ça veut dire qu'on crée une norme sociale par le bas et que, bien sûr, ces exigences seront ensuite imposées aussi aux fournisseurs. Quand on aura des caissières à 300 € par mois, dans les conditions que l'on dit, qui n'auront bien sûr pas de syndicat, qui n'auront pas de convention collective, eh bien on aura ensuite une exigence vis-à-vis des fournisseurs en disant ok, vous nous fabriquez des postes de télévision ou des tels ustensiles de ménage, mais il est évident que si vous étiez un petit peu malin, comme dans mon exemple, vous pourriez peut-être vous aussi recruter dans ces pays moins disants socialement. Alors, cette grande distribution est en train de conquérir le monde, mais je vais y revenir tout à l'heure rapidement. Mais une objection qui m'est souvent faite, c'est de dire, vous êtes bien gentil, ça fait 10 minutes que vous nous parlez de la grande distribution, et malgré tout, nous consommateurs, pour nous c'est intéressant, cette grande distribution c'est moins cher, les prix sont bas, et on n'a pas forcément un pouvoir d'achat qui croît de jour en jour, ça on le sait tous, donc la grande distribution, c'est bien pour le consommateur, c'est bien pour la veuve, c'est bien pour l'orphelin. C'est ce qu'on nous dit, ça fait 30 ans que la publicité nous le dit, donc on finit par le croire, et vous ouvrez les journaux quotidiens, vous écoutez la radio, tous les jours on vous dit foire aux affaires. Très prochainement on va fêter les 40 ans de Carrefour, et ils nous promettent évidemment notre fête, c'est le cas de le dire. Alors, est-ce que les prix sont moins chers? Est-ce que vraiment c'est un mythe? Est-ce qu'il y a un mythe des prix bas? Qu'en est-il? Nos députés, encore une fois, excellents analystes, ont décidé en 95-96 de parcourir la France et de partir dans les régions, dans des grandes villes, dans des petites villes, dans des villes moyennes, dans des villages, et d'aller voir dans les supermarchés, dans les supérettes, de faire des relevés de prix pour voir vraiment si les prix sont aussi bas qu'on veut bien nous le dire. Ils sont partis quand même faire un gros travail, les 150 députés, avec quand même un petit peu d'aide, rassurez-vous, quelques stagiaires et quelques assistants, puisqu'ils ont quand même relevé 140 000 références, ce qui n'est pas rien. Et sur 140 000 références, ils ont observé qu'il y avait 500 produits
qui étaient ce qu'on appelle des produits d'appel, donc avec des prix relativement bas, la baguette, le litre de lait, le camembert, etc., le litre d'essence, ce qui veut dire quand même par différence 139 500 produits avec des marges extrêmement confortables pour les distributeurs. Ils ont retrouvé aussi, nos députés, un truc assez étonnant, c'est qu'on a retrouvé le même écart, si ce n'est plus, qu'avait discuté le fameux Édouard Leclerc, le père de Michel Édouard, en 1949. On a retrouvé des écarts de 1 à 4. On s'est rendu compte qu'en 1949, le consommateur achetait 4 francs un kilo de pommes qui était acheté 1 franc à l'agriculteur, mais qu'en 1995, 96 et après, bien sûr, eh bien, le kilo de pommes que vous achetez 10 à 12 francs est acheté 1 franc, 1 franc 50 à l'agriculteur. C'est même plus un écart de 1 à 4, c'est bien plus. On s'est rendu compte aussi que malgré la disparition des intermédiaires, 10 à 12 échelons, eh bien, il y avait toujours un écart aussi considérable entre le producteur et le consommateur. Ils ont observé quand même qu'il y avait deux choses qui avaient changé. C'est que la qualité avait changé, puisque on est arrivé au règne de la malbouffe. C'est que pour pouvoir tirer les prix, non seulement on ne paye pas moins cher, mais toujours aussi cher, voire plus cher, et que la qualité avait baissé. Et puis, deuxième observation, c'est que le choix s'est restreint. Puisque aujourd'hui, je ne vous ai pas dit au début, mais que pour être référencé, il faut aussi être capable d'alimenter l'ensemble des rayons de l'ensemble des points de vente d'un réseau. Si je veux rentrer demain chez Carrefour avec mes petites tablettes de chocolat, eh bien il faut que je sois capable de fournir mes tablettes de chocolat à l'ensemble des points de vente. Ça ne va pas les intéresser dans 2 ou 3 bien sûr. Ce qui veut dire que la PME n'a pas trop sa place là-dedans et que le choix est assez restreint, où je me vends à un grand groupe, Nestlé, Danone ou un autre, il n'y en a pas beaucoup, où je disparais. Mais que dans ce cas-là, si je me vends à Nestlé ou Danone, eh bien ils vont absorber le produit, bien entendu, l'intégrer à leur marque, à leur catalogue, et que donc j'ai toutes les chances que mon entreprise disparaisse à très court terme. Ce qui veut dire que le choix du consommateur se restreint. Moi j'ai des origines normandes, il y a quelques années encore, mes petits cousins collectionnaient à l'école des étiquettes de camembert, avaient des collections extraordinaires de 300, 400, 500 variétés de camembert. Essayez de le faire aujourd'hui, vous allez voir que c'est pas très commode. Vous allez avoir 3-4 produits différents, 5 ou 6, pas beaucoup plus. J'aime bien prendre l'exemple, et encore plus dans la région. Les gens me disent, mais enfin quand même, vous êtes sympa, mais il y a des montagnes de produits dans les hypermarchés. Alors je leur dis, regardez, au pays du pastis, regardez, allez voir quel est votre choix. Vous verrez qu'au rayon pastis, vous aurez peut-être des montagnes de bouteilles, mais vous aurez du Pernod, vous aurez du Ricard, vous aurez du Casini s'il y a du choix peut-être, et puis une marque de distributeur sûrement, et peut-être un 5e et un autre, mais pas beaucoup plus. Et que tous les petits producteurs, tous les gens qui font le goût, qui font la variété, eh bien sont souvent pas sur les rayons de ces hypermarchés. Alors l'intérêt du consommateur, le prix bas, on le voit, c'est pas forcément ce qu'on croit, mais c'est pas tout à fait ça, puisque le consommateur non seulement paye cher, mais il paye 3 fois. Il paye 3 fois parce que quand vous allez à l'hypermarché, que vous achetez votre kilo de pommes à 10 ou 12 francs, qui a été payé 1 franc 50 ou 2 francs à l'agriculteur, vous le payez bien sûr une première fois, c'est normal, personne ne passe à la caisse sans le payer, mais vous allez très vite le payer une deuxième fois. Avec 1 franc 50, l'agriculteur ne va pas s'en sortir, et donc on va demander au consommateur de mettre la main à la poche. C'est pas tout à fait dit comme ça, c'est sur nos impôts, on envoie de l'argent à Bruxelles, c'est la fameuse PAC, la fameuse politique agricole commune, on envoie des sous là-bas, ça revient à nos paysans, et on va donc subventionner l'agriculture productiviste, intensive, on va donc redonner aux paysans ce que lui refuse finalement la centrale d'achat. Nous on a payé le prix du produit au prix fort, et puis comme il n'a pas été payé au prix normal aux paysans, eh bien on paye une deuxième fois via nos impôts. Il faut savoir aussi que ces primes augmentent de jour en jour, qu'en 5 ans elles ont augmenté de 31%, alors que dans le même temps 200 000 exploitations agricoles ont disparu en France. Vous savez aussi sans doute qu'en Europe aujourd'hui, toutes les 3 minutes, un paysan quitte sa terre, puisque le phénomène de mondialisation pousse un paysan loin de sa terre toutes les 3 minutes en Europe. Vous voyez ce que ça veut dire depuis qu'on parle, déjà depuis qu'on est ensemble, le nombre de paysans qui ont déjà quitté leur exploitation. Une parenthèse juste, mais vous savez peut-être que l'OMC, la Chine se félicite de rentrer dans l'OMC, eh bien ça sera tout simplement entre 250 et 300 millions de paysans chinois qui vont être chassés là aussi de leurs terres pour des raisons de compétitivité, et que ces paysans ne savent pas trop ce qu'ils vont devenir, parce que dans les usines, on avait bien pensé les faire venir ici pour les embaucher chez Moulinex, Metal Europe ou quelques autres, mais apparemment ça ne va pas marcher non plus. Donc visiblement, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir. On a dit qu'on payait 2 fois, mais c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait juste, puisque ces mécanismes encouragent une agriculture productiviste, intensive, ça veut dire toujours moins de monde sur la terre agricole, sur nos fermes, et puis toujours moins de monde aussi, bien sûr, dans nos usines, dans nos entreprises.
Et comme on est un pays qui avait fait le choix, par le passé, du social, eh bien, on essaye de mettre quelques petits pansements, quelques compresses là où ça fait mal, et donc on a inventé des parachutes, la CMU, RMI, quelques petits, j'allais dire gadgets, mais c'est pas le mot, mais en tout cas des choses qui permettent d'adoucir ces pratiques néolibérales. Et donc on va demander à ceux qui ont encore un bulletin de paye de payer toujours plus de ce qu'on appelle des charges sociales, de les culpabiliser aussi en disant le social coûte trop cher, et donc de prélever toujours davantage pour réparer quelque part un petit peu, toujours moins, les dégâts sociaux qu'occasionnent ces pratiques. Mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de cotisants, et qu'on commence à nous dire non seulement il faut que ça coûte plus cher, mais qu'en plus, malgré tout, vous aurez de moins en moins. Vous paierez plus, mais il y aura moins de retraite. On ne nous a pas encore dit pour la santé, mais on y vient. Déjà, il y a des médicaments qui disparaissent des listes des médicaments remboursés. Et puis, ça veut dire demain, plus de social, plus de santé, plus tout ça, parce qu'on n'a plus les moyens. Quand Raffarin dit on n'a plus les moyens, il a un peu raison, parce que comme on détruit tous les moyens, j'ai bientôt fini, comme on détruit tous les moyens, effectivement, de ce social et de financement, évidemment, il y a de moins en moins de possibilités. On va devoir payer également pour réparer d'autres dégâts. Quand on nous a amené la malbouffe, la vache folle, on a demandé là encore aux consommateurs de payer pour stocker des farines animales. On lui demandera demain de payer pour détruire ces farines animales, pour construire bien sûr des incinérateurs qui là aussi vont nous polluer la vie, c'est à le dire. Et puis entre-temps, on nous a fait payer aussi pour assurer des campagnes publicitaires, pour nous dire mangez donc du bœuf français, etc. Je vous disais aussi que parler de ce sujet, ça fâche. Il faut savoir que pour avoir dénoncé ces pratiques, l'hebdomadaire Marianne a été sanctionné et qu'à l'époque, Marianne négociait, à l'époque, mon bouquin est sorti, il y a eu 10 pages dans Marianne sur les pratiques de la grande distribution, une enquête. Et donc, que pour avoir traité de ce sujet, Marianne a été sanctionnée, donc on lui a retiré une campagne publicitaire que Carrefour était en train de signer. Quand je parle aussi de sanctions, il faut savoir que quand Lionel Jospin, en 2000, a décidé de réunir les assises de la grande distribution, le Premier ministre donc a beaucoup parlé de ce sujet, et donc la télévision a enquêté en disant mais qu'est-ce que c'est que ces marges arrière, ces pratiques dénoncées, etc. A décidé d'inviter quelques chefs d'entreprise, pourtant timides sur le sujet, et un soir aux 20h, un chef d'entreprise a présenté son usine, une usine magnifique qui était derrière lui, en disant voyez, cette usine derrière moi m'a coûté 25 millions de francs, et 25 millions de francs c'est exactement ce qu'exige la grande distribution en marge arrière chaque année. Imaginez un peu les salariés que je pourrais embaucher, l'activité qu'on pourrait déployer si on n'avait pas ce racket à subir chaque année. C'est une entreprise qui faisait du savon liquide, donc du shampoing, du savon, vous savez, liquide, etc., comme on en trouve dans les toilettes un peu partout, dans les lieux publics. Et pour avoir dénoncé donc ces pratiques, ce chef d'entreprise, cette entreprise a été déréférencée du jour au lendemain. On lui a dit voilà, vous avez parlé à la presse, il fallait pas, et donc vos produits, vous pouvez maintenant vous les garder. Donc ce qui veut dire qu'évidemment on a un petit peu de mal à parler de ce sujet puisque la sanction du déréférencement est tout de suite là, brandie, et que quand il n'y a plus que 5 centrales d'achat et que toutes les entreprises ne sont pas référencées dans les 5, quand vous perdez Leclerc, Carrefour ou un autre, vos produits vous ne savez plus quoi en faire, donc il n'y a plus qu'une solution, c'est de mettre la clé sous la porte. On a un gros souci, c'est que cette grande distribution est née de l'alimentaire, a fait le plein, parce qu'on voit bien le commerce alimentaire a quasiment disparu, puis ça lui a tellement réussi qu'est né donc le fameux concept de l'hypermarché, du fameux tout sous un même toit. C'est l'idée de l'hypermarché, c'est tout, l'alimentaire mais aussi le non alimentaire, et que maintenant ces hypermarchés sont en train, déjà ont bien avancé, de se développer sur l'ensemble des secteurs d'activité, de l'économie, en se disant partout il y a des sous à faire, partout on sera présent. C'est donc la parapharmacie, c'est les produits de soins, de santé, de beauté, de communication, l'informatique bien entendu, la bijouterie. Vous savez peut-être que le premier bijoutier en France s'appelle Leclerc. C'est les fleurs, c'est le vin, c'est la billetterie, ce sont les voyages, l'artisanat, l'automobile, puisqu'ils vendent maintenant des voitures que Leclerc, pas lui mais son frère, donc Michel Leclerc, pas Michel-Édouard, vous savez qu'il y a Édouard le père, Michel-Édouard le fils, et puis le frère de Édouard, Michel, donc qui déjà faisait dans les pompes funèbres et qui maintenant nous vend des voitures, va nous vendre des voitures. Vous voyez, la chaîne est complète, pompes funèbres, voitures, tout est prévu. Ils font même de l'assurance, ils font de la banque, on peut s'assurer sur la maison, sur l'éducation, sur la santé, la voiture bien entendu, les services, internet, le sport et même l'auto-école, puisqu'on peut passer son permis de conduire depuis un peu plus d'un an dans un certain réseau d'hypermarchés. Ces hypermarchés français sont en train de conquérir le monde, je vous l'ai dit, ils s'implantent maintenant en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, en Turquie, partout en Europe, partout en Asie, partout dans le tiers-monde, avec quand même, petite parenthèse, des conséquences bien plus graves que pour nous. On l'a dit, nous on a un pays entre guillemets social qui a fait certains choix à une époque, qui a encore certaines protections, il y a quand même quelques petits parachutes pour les gens
que l'on laisse sur les bas-côtés de la mondialisation néolibérale. Mais vous imaginez bien que c'est même pratique en Asie, au Brésil, au Mexique. Là, il n'y a pas de parachute. Quand Carrefour s'est implanté au Mexique, il a décidé de conquérir les consommateurs en leur vendant un des produits qui est le plus consommé là-bas, et notamment le poulet grillé. Sur le bas-côté des routes, il y a des gens qui vendent des poulets grillés, des petits paysans qui viennent vendre 2-3 poulets, qui leur permettent de gagner un peu de sous et de nourrir la famille. Carrefour s'est dit, tout le monde achète des poulets grillés, il y en a partout sur le bord des routes, eh bien je vais moi aussi faire du poulet grillé, mais je vais bien sûr le vendre moins cher, le mettre au fond de mes hyper, et puis les gens viendront donc au fond de mes hyper à acheter mes poulets, et quand ils seront là, ils pousseront le caddie, et comme bien entendu, ils mettront autre chose que des poulets dans les caddies. Bien sûr, ça a bien marché, si bien marché que les marchands de rue ont disparu. Et vous imaginez bien que ces gens-là, pour eux, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'ACDIC, il n'y a pas d'ANPA, il n'y a pas de CMU. On sait bien que c'est pas grand-chose, mais ça a le mérite d'exister. Mais dans ces pays-là, en tout cas, en Asie comme ailleurs, ça n'existe pas. Et donc, les gens n'ont pas d'échappatoire et donc pas de sortie et pas d'issue. Notre pays, qui se croit riche, et nos politiques nous le disent, gauche, droite confondue, nous disent qu'on est riche, et j'ai entendu un certain Lionel J nous le dire il n'y a pas si longtemps, est un pays quand même qui compte, il faut le savoir, 8 millions de gens, 8 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. En dessous du seuil de pauvreté, ça veut dire avec moins de 3800 francs par mois pour vivre. Et moins de 3800 francs, ça ne veut pas dire avec, ça veut dire peut-être 3750 pour les plus heureux, si je peux dire, les plus chanceux, mais ça peut être 3500, 3000, 2000, 1000 ou voire pas du tout, ce qui quand même pose quelques difficultés pour survivre. Il faut savoir aussi que, contrairement à ce que nous disent parce que vous savez, on parle beaucoup de croissance, alors là en ce moment on pleure sur la croissance, on dit oh là là, la croissance n'est pas au rendez-vous, et s'il était au rendez-vous avec un 2,5 ou 3%, tout le monde sortirait les drapeaux et pavoiserait, mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est comment se répartit cette croissance. Si on regarde un petit peu les chiffres de l'INSEE, on se rend compte que la part des salaires dans la valeur ajoutée c'est le gâteau qu'on produit tous ensemble chaque année, on produit un gâteau énorme, et puis on le répartit entre le capital, entre le salaire, etc. Et bien la part des salaires dans cette valeur ajoutée a baissé de 22% en 20 ans. Donc, même si la croissance est au rendez-vous, si la part des salaires diminue, ça se comprend bien, on tasse les salaires, on délocalise, etc. Donc, on voit bien que cette masse salariale diminue, donc ce qui veut dire que finalement, croissance ou pas, ça ne joue pas grand-chose. Ce qui veut dire aussi que la masse des gens qui recherchent à gérer des budgets de plus en plus tendus, de plus en plus bas, il faut bien reconnaître, parce que le pouvoir d'achat n'augmente pas. J'ai dit tout à l'heure, un petit clin d'œil, mais quand même, que les chiffres de l'INSEE nous disent que les prix n'augmentent pas tant que ça, mais ceux qui s'interrogent sur les composantes de ces indices se rendent bien compte, quand on pousse son caddie, j'espère que vous le ferez plus après, mais en tout cas quand on le fait, quand on fait ses courses en tout cas, on voit bien que les prix flambent, on voit bien que le pouvoir d'achat s'érode de jour en jour, même si l'INSEE nous raconte le contraire. Ce qui veut dire que la masse des gens qui cherchent à gérer des budgets de plus en plus tendus et de plus en plus importantes, les Moulinex mis à la porte, les Alstom demain et tous les autres, et que donc les gens vont finir par acheter là où la vie est moins chère, là où on leur dit en tout cas, là où la publicité leur dit, et que donc finalement la grande distribution finalement surfe sur cette pauvreté qu'elle a générée en se disant, moi de toute façon, pauvreté ou pas, c'est pas le problème. Un grand distributeur d'ailleurs me disait il n'y a pas longtemps, ça ne me pose pas trop de soucis, tout pendant que quelqu'un a 1000 francs de pouvoir d'achat, ce qui m'intéresse c'est de prendre ces 1000 francs de pouvoir d'achat. Et cette grande distribution répond donc avec différents formats, à commencer par les supermarchés, puis les hypermarchés, on est arrivé maintenant aux supérettes dans nos villes. Elle arrive aussi à quelque chose d'assez étonnant, c'est le commerce automatique. Vous avez maintenant dans les villes, vous avez peut-être vu ça, des gros distributeurs automatiques qui font 3, 4, 5 mètres de large, de gros distributeurs dans lesquels il y a 300 à 400 produits, 400 à 300 variétés de produits différents que vous pouvez acheter. Donc il y a du pain, du beurre, du fromage, de la lessive, des préservatifs, tout ce que vous voulez, il y a tout là-dedans. Et vous faites vos courses sans avoir contact avec un seul humain. Vous mettez votre carte bleue, tapez le code à 4 chiffres, et puis vos courses sont faites, et vous pouvez comme ça faire vos courses 24 heures sur 24, et jour et nuit, et le samedi et le dimanche. Et puis la grande distribution répond aussi par un autre format à cette paupérisation qui est en train de galoper, en disant vous voulez des magasins pour pauvres, on va vous faire des magasins pour pauvres. Alors on ne dit pas en français, c'est pas joli magasin pour pauvres, on dit en anglais, on appelle ça hard discount, c'est beaucoup plus joli, ça veut dire la même chose, mais c'est de dire vous n'avez pas beaucoup de sous, donc on va vous en donner pour vos sous. Alors là évidemment, ça pose aussi un problème social, c'est d'accepter, qu'on accepte, d'ailleurs les hommes politiques l'acceptent très bien,
qu'une consommation à deux vitesses se mette en place, avec des produits sains, bio, de qualité, pour ceux qui en ont peut-être encore les moyens, et puis une espèce de sous-consommation pour des gens qui déjà n'en ont plus les moyens. Ça veut dire le poulet livrant, ça veut dire le poulet élevé avec des bouts de station d'épuration d'eau, ça veut dire d'autres petites joyeusetés comme ces raviolis par exemple que l'on trouve chez Leader Price, que l'on trouvait, on nous dit que c'est plus vrai. Vous vous rappelez peut-être qu'en 2001, une enquête avait été menée par le magazine Capital papier, pas celui que vous connaissez sur la 6, où Capital avait décidé d'acheter des barquettes de raviolis pur bœuf braisé chez un hard discounter et de faire analyser le contenu de ces raviolis pour voir un peu que contenait l'ADN. Vous savez que l'ADN aujourd'hui on fait beaucoup de choses, que contenait l'ADN de ces raviolis. Et on a quand même trouvé des choses assez intéressantes pour du pur bœuf. Ce sont des morceaux de cartilage, des fragments osseux, des fibres musculaires dissociées, des bouts de glandes salivaires, des crêpes. Je ne savais pas que le bœuf avait des crêpes, mais des morceaux de bec aussi, des morceaux d'ongles, des résidus de plumes, de tissus rénaux, tout ça broyé bien sûr, et tout ça récupéré sur des carcasses de volailles, de dindes, etc., et devenant du pur bœuf braisé. Alors, le hard discounter a dit que c'était une anomalie, un incident, mais que, bien sûr, on ne l'y reprendrait plus. Cette grande distribution, donc, quand même, guide notre consommation. Guide notre consommation parce qu'un produit est référencé, on y a accès, il n'est pas référencé, on n'y a pas accès. Et comme il n'y a plus de commerce de proximité, c'est vrai que c'est eux qui décident de ce que vous devez manger, pas manger. C'est eux qui décideront demain s'il faut, si c'est bien pour eux, que l'on mange des OGM. C'est eux qui décident aujourd'hui si c'est bien pour eux que l'on mange des produits dans les conditions que l'on a dit. Avec le candidat François Mitterrand en 81 aussi, et ses 110 propositions, il y avait la fameuse loi Lang, que vous connaissez tous, le prix unique du livre. Mitterrand, qui était un homme très proche de la culture, très proche aussi du monde de l'édition, avait décidé de faire en sorte de sauvegarder les libraires qui existent encore sur notre territoire, et s'est dit, si on laisse faire la grande distribution, demain il n'y a plus de libraires, comme déjà il n'y a plus de disquaires. Et la solution qu'il a trouvée avec Jacques Lang, c'est de dire on va imposer un prix unique du livre, marqué au dos des livres, un prix qui sera le même où que le consommateur achète son livre. Si vous achetiez votre livre sur la plus grosse librairie des Champs-Élysées ou chez le plus petit libraire du fin fond de l'Ardèche, eh bien le prix d'un bouquin est le même partout sur le territoire national. Ce qui fait que le lecteur n'a aucun intérêt à aller acheter son livre dans un hypermarché, puisque dans le fond il a le même prix chez son libraire, avec en plus chez le libraire beaucoup plus de choix, puisqu'on trouve à peu près 20 fois plus chez le plus petit des libraires de livres et de choix que dans le plus gros des hypermarchés, il faut le savoir. Et hormis, bien sûr, et quelqu'un va me dire, donc hormis une remise de caisse qui est prévue par la loi Lang aussi de 5%, qui est faite par la FNAC entre autres, mais qui peut être faite aussi par l'ensemble des libraires. Cette loi Lang a permis de sauver le livre, a permis de sauver bien sûr les éditeurs, et sans cette loi Lang, on n'aurait plus, encore une fois, de libraires, comme on n'a plus de disquaires, et il faut savoir que sur l'ensemble du territoire, on n'a déjà plus que 7000 libraires, ce qui est vraiment pas grand-chose. Évidemment, un certain grand distributeur qui se fait le défenseur de la veuve et de l'orphelin, qu'on voit beaucoup sur les médias, se dit, moi je suis un homme de culture, et cette loi Lang, je vais la combattre au niveau européen. Ça veut dire que si ce certain Michel-Édouard Leclerc y arrivait, eh bien nos libraires disparaîtraient, comme ont disparu nos disquaires, ce qui veut dire aussi que demain, déjà aujourd'hui 5 centrales d'achat, mais demain peut-être 2, décideraient de savoir si un bouquin de José Bové, d'Agnès Bertrand, de René Passé ou d'un autre doit être édité ou pas. C'est très simple, quand vous aurez Bové chez l'éditeur, on appellera Michel-Édouard Leclerc en disant voilà, j'ai Bové dans le bureau, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez, vous prenez pas. Et si jamais les grands distributeurs refusent de distribuer un bouquin, il est évident qu'on ne sera même pas la peine d'imprimer puisqu'il n'y aura pas d'autres débouchés, hormis des soirées comme ce soir, mais vous voyez bien que c'est quand même une diffusion assez restreinte. Inutile de vous dire que, avant même que la loi Lang ne tombe, j'ai eu à subir ce sort, puisque bien sûr le bouquin n'a pas été diffusé en grande surface, mais ça on s'y attendait quand même un tout petit peu, vous l'imaginez, donc c'est pas tout à fait une surprise. Ce qui veut dire quand même que cette loi Lang, il faut vraiment tout faire pour la défendre, faute de quoi c'est vraiment la démocratie qui est menacée. Alors j'arrive à la conclusion en disant qu'un produit est référencé et on y a accès, un produit ne l'est pas, on n'y a plus accès déjà. Donc ces gens guident encore une fois notre consommation. Ces gens décident aussi de ce que l'on peut lire ou ne pas lire, de ce que l'on peut penser ou ne pas penser. Et on arrive aujourd'hui à une situation assez étonnante, c'est qu'on a des hypermarchés, des supermarchés, des supérettes, des hard discounters, et on a dans les villes des épiciers de proximité. On dit souvent l'épicier maghrébin, comme vous le savez, dans les grandes villes en tout cas, c'est souvent des épiciers maghrébins qui tiennent ces épiceries de proximité. Il faut savoir que ces épiceries sont déjà passées à 50% sous le contrôle de la grande distribution, avec une volonté de tous les phagocyter,
puisque l'idée c'est de se dire ces gens sont dans les centres-villes, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui sont vers tard le soir, qui sont vers le week-end, etc. Ça nous intéresse, et donc on va les croquer un par un et les faire passer dans notre giron. Ce qui veut dire que nous, consommateurs, qu'on le veuille ou non, eh bien finalement on arrive à ce que m'expliquait un jour un grand distributeur qui me disait, vous savez, nous on arrive là où les communistes ne sont arrivés, c'est-à-dire vraiment au guichet unique. Que vous le vouliez ou non, et bien un jour vous viendrez acheter chez moi parce que supérette, épicerie de proximité, supermarché, ça sera moi, partout, que vous le vouliez ou non. Alors c'est vraiment la mondialisation près de chez nous, avec cette grande distribution. Souvent, dans les milieux altermondialistes, on discute mondialisation, on pense McDo, on pense Microsoft, on pense Coca-Cola, sans se rendre compte que la mondialisation, c'est aussi près de chez nous, et pire encore, c'est souvent avec notre complicité, non seulement passive, mais tout à fait active. Alors c'est une vraie dictature qui se met en place, une dictature économique. Alors c'est pas tout à fait effrayant pour bien des gens, on voit pas encore les bottes, on voit pas le kaki, on voit pas tout ça. Mais c'est une dictature économique. Et j'allais dire, il faut faire très attention. Il faut se rappeler que sur notre petite route départementale, il y avait encore il y a quelques années beaucoup de passages à niveau. Il y avait toujours une petite plaque émaillée qui disait attention, un train peut en cacher un autre. Et méfions-nous parce qu'une dictature économique, un jour on pourrait peut-être bien nous l'imposer là aussi. Voilà, j'étais très long, pardonnez-moi. Je vais maintenant répondre à vos questions et vous laisser la parole parce que je crois que j'ai pris beaucoup de votre temps précieux. Merci.